Bonjour à toutes et à tous, c'est Kevin pour les Ludovores. On se retrouve pour notre menu crowdfunding du dimanche, l'émission dans laquelle je vous présente l'essentiel des nouveaux projets de jeux de société actuellement en cours de financement participatif sur Kickstarter, GameFound, BackerKit ou que sais-je encore. L'émission également où de temps en temps on vous présente des petites pépites sorties de nulle part, des petites perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas, comme dirait l'autre. Et cette semaine, vous allez voir, on est sur une semaine assez hétérogène, assez hétéroclite, avec des projets d'intérêt plus ou moins, grands et variés, on va dire. Et on commence, comme d'habitude, avec, bien sûr, le petit point hebdomadaire sur la chaîne, même si cette semaine, il n'y a pas grand-chose de spécial à dire. On a dépassé les 1920, bientôt 1930 abonnés sur la chaîne, donc on va progressivement chercher quand même les 2000, j'imagine, d'ici la fin du mois d'avril, on espère en tout cas. On va directement s'orienter maintenant vers le sondage de la semaine. Comme chaque semaine, vous pouvez aller dans la description de cette vidéo pour trouver le lien vous menant vers le sondage pour la semaine suivante, pour choisir les jeux qui vous intéressent le plus pour la semaine à venir. Et donc cette semaine, vous le voyez, le projet qui vous a le plus intéressé, c'est Let's Go to Japan. Donc venez chez moi, venez me voir, Xavier aussi quand il rentrera d'ailleurs de France. Ça me fera très plaisir de vous rencontrer bien évidemment. Et donc, Let's Go to Japan, le nouveau projet de AEG, donc Alderac, qui nous sort un projet vraiment centré sur le Japon et sur le voyage. Et c'est vrai qu'après, c'est pas encore terminé véritablement, mais disons qu'après la grosse crise du corona que l'on vient de traverser pendant 2-3 ans, on peut enfin revenir véritablement au Japon et d'ailleurs aller dans n'importe quel autre pays, ça marche aussi. Et du coup, c'est l'occasion de sortir un jeu sur le voyage. Galactic Renaissance, le nouveau projet de Matago, son 3e, 4e projet sur Kickstarter, si mes souvenirs sont bons, par l'auteur de Inish d'ailleurs, donc c'est un gros projet à suivre, même si on sait d'office qu'il sortira en boutique également. Hexplorate qui s'est lancé très tardivement hier soir, là j'enregistre samedi matin pour une fois, c'est assez rare. Du coup j'étais pas sûr de pouvoir le présenter cette semaine, je pensais que ce serait plutôt la semaine prochaine, mais du coup c'est bon, il est lancé. J'ai pas tellement eu le temps de regarder en détail de quoi il s'agissait, mais c'est la série de Hexplorate qui est assez connue. Beaucoup de gens qui ont aussi voté pour rien pour moi cette semaine, mais voici un joli champ de tulipes. Wild Gardens avec 7 voix également, qui faisait partie de mon top 25 des projets les plus attendus pour 2023, parce que c'est le même éditeur, et le même créateur aussi d'ailleurs, que Keystone, que vous voyez parfois derrière moi, qu'on apprécie beaucoup ici. Assez peu de voix pour Unmatched, de manière assez surprenante pour ce co-op dans l'univers de Unmatched, avec des nouveaux personnages qui plus est utilisables en PvP aussi. Qu'est-ce qui va être aussi d'intéressant là-dedans? Nekojima, petit projet français, mais bon, c'est un jeu d'adresse, de dextérité, donc c'est toujours un petit peu plus difficile de se faire une opinion quand on n'est pas du tout le public cible. Et pour le reste, rien de très particulier, donc du coup on va pouvoir se lancer dans les 3 parties habituelles, les entrées, donc dans lesquelles je présente les projets entre guillemets, les moins intéressants en l'espace de 1 ou 2 minutes, puis les plats principaux, où je présente les projets sur 4, 5, 6 minutes, et puis finalement les desserts dans lesquels on parle du jeu un peu plus en profondeur, un peu plus en détail, sur environ 10 minutes. Du coup, sans plus tarder, sans embâge, on est parti. Et on commence par un jeu avec une très courte campagne, il s'agit de Pocket Rails qui nous vient de Tavern Games, 29e projet de ce petit éditeur américain. 29e projet, c'est quand même beaucoup, je ne connaissais pas du tout l'éditeur, à moins que ça fasse partie de ces nombreux éditeurs dont je ne connais finalement pas tellement les projets. Ah bah si, en fait, si effectivement, Diamond Day, quand on en avait parlé il y a quelques mois, Spring and Autumn, je pensais pas que ça venait d'eux, mais du coup c'était bien eux. Et après ils avaient fait une campagne, ou avant d'ailleurs, sur GameFound, enfin bref, j'ai un peu oublié entre temps. Oaken Steel, c'est vrai qu'on en avait parlé un petit peu aussi, je me souviens. Hellenica, ça me dit quelque chose, bref. C'est des petits jeux qui font généralement pas des résultats extraordinaires, sauf Hellenica qui avait fait plutôt un beau résultat avec 1600 contributeurs, mais sinon c'est une campagne relativement confidentielle. Quoi qu'il en soit, ils reviennent avec Pocket Rails, un petit jeu de draft dans lequel vous allez construire des chemins de fer, et comme vous vous en doutez bien évidemment, jeu de draft avec également une petite composante de set collection pour aller scorer en fin de partie. Ça paye pas de mine, visuellement parlant c'est plutôt très amateur, mais ça peut être relativement sympa malgré tout, et vous vous en doutez, c'est un jeu composé exclusivement de cartes comme on le voit dans le gif de début de campagne, voilà, ici. Donc vous vous en doutez, c'est pas très cher, ça coûte 14$ pour le jeu, et je vous passe par contre les frais de port comme à chaque fois que je parle des entrées.
Si vous êtes amateur du loup-garou et que vous aimez aussi le style artistique de Sin City, le fameux film avec une direction artistique vraiment complètement folle, Raven Manor pourrait être pour vous, avec actuellement 86 contributeurs. Ceci dit, c'est très très léger, c'est pas encore financé, même assez loin, on est à peu près au tiers, un peu plus du tiers du financement, 17 jours avant la fin de la campagne. C'est un jeu d'identité secrète, en fait, une personne va tirer la carte en début de partie de Raven, donc du corbeau on va dire, et va devoir assassiner les autres en gros, hein. Donc soit vous serez un personnage quelconque, soit vous serez donc le corbeau et vous aurez pour mission de tuer tous les autres sans vous faire repérer, puisque les autres membres de la famille auront bien évidemment pour mission de vous assassiner également. Donc voilà, c'est relativement classique en termes de gameplay, mais la DA est particulière, hein, vous le voyez ici, c'est des animaux anthropomorphes clairement, c'est très sanguinolent, c'est très effectivement Sin City avec très peu de couleurs, mais quand il y en a des couleurs très très vives, et du coup c'est assez classe, même s'il faut quand même être assez fan, assez réceptif vis-à-vis des animaux anthropomorphes. C'est pas toujours le cas, ça dépend de la façon dont c'est présenté, mais là pour le coup je suis pas très très fan. Voilà donc pour ce qui est de Raven Manor, qui pour l'instant fonctionne pas des masses comme vous avez pu le voir, mais au demeurant c'est un jeu qui coûte pas trop cher, ça coûte 25€. Ça se dit bon, 25€ pour un jeu là encore composé exclusivement de cartes et qui n'a quasiment aucun matos alternatif, hein, pas alternatif mais supplémentaire disons. C'est quand même un petit peu cher, parce que c'est quand même un jeu qui n'a pas beaucoup de cartes non plus. C'est pour 15 à 45 minutes la partie, pour 4 à 10 joueurs, et pour 18 ans et plus, parce que c'est très sanguinolent malgré tout. Voilà pour Raven Manor. On enchaîne avec un petit détour du côté de chez GameFound avec Tolerance, le premier projet de Dragon Dawn Productions. Je crois que c'est leur premier projet, j'ai pas vérifié entre temps, qui pour l'instant n'est pas formidablement bien reçu, hein. Bon, en même temps, c'est un tout petit éditeur sur GameFound, donc comme d'habitude, on en a déjà parlé plusieurs fois, notamment chez Nyx pour le autour du jeu, hein. Est-ce que lancer une première campagne en tant que primo-éditeur sur GameFound, c'est forcément une bonne idée ? Surtout qu'on a ce petit côté un petit peu amateur, je sais pas, ça me semble un petit peu délicat. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, 78 backers, c'est léger, mais c'est financé. 78 backers qui ont réussi à accumuler près de 2200€ quand même, à 21 jours de la fin de la campagne, donc c'est financé, et c'est un jeu sur la tolérance, on va dire, oui et non, c'est sur le 16e, 17e siècle en Angleterre, et la lutte entre les protestants et les catholiques, donc un jeu quand même profondément historique, ancré dans l'histoire tout du moins, qui est asymétrique qui plus est, qui se veut aussi un petit peu éducatif. C'est pour 3 à 5 joueurs, pour 45 minutes la partie, 12 ans et plus. Si vous aimez cette période historique, que vous aimez également les jeux asymétriques, ça peut être un jeu relativement intéressant. Vous le voyez, c'est pas un jeu qui contient énormément de matos, hein. C'est pas aussi lourd que ça, on a 72 cartes, 5 plateaux de joueurs, 7 aides de jeu, trucs comme ça, enfin bref, c'est pas des aides de jeu, c'est des rôles, et puis un scoring sheet, donc une petite feuillet de scoring, on va dire. C'est pas extraordinairement riche en termes de contenu, mais c'est pas très cher non plus. Ça coûte 23€ pour le pledge de base que vous voyez ici, sur lequel vous pouvez aussi ajouter d'autres jeux du même éditeur. Donc effectivement, ce n'était pas leur premier jeu, puisque je me rappelle que dans le menu l'année dernière, on avait parlé de White Hat, justement. Donc j'avais dit une connerie tout à l'heure. 23€ donc pour Tolerance, que vous pouvez d'ores et déjà tester sur Tabletopia, ou également sur Tabletop Simulator si ça vous chante. Voilà pour ce qui est de Tolerance. Passons maintenant faire un petit tour du côté de chez Game on Tabletop pour un projet francophone, projet d'un confrère youtubeur qui plus est, même si je connais assez mal la chaîne en question. Il s'agit de Garageux, qui maintenant produit des jeux apparemment. En l'occurrence, il s'agit de Stigmeria, un petit jeu de réflexion pour toute la famille, en solitaire ou à plusieurs, dans lequel vous devez aider les créatures mi-elfes, mi-fées, à polliniser du coup non, les fleurs géantes. Installation et partie rapide, 3 modes pour relever les défis illimités. 58 backers pour l'instant, c'est quand même pas extraordinaire, mais bon, on est à 30%, il reste 23 jours avant la fin de la campagne. Peut-être que ça peut encore financer, il faudra 12 000€ pour espérer financer le jeu. Au-delà de ça, c'est un jeu assez joli, hein, vous avez pu le voir, la direction artistique est plutôt charmante, même si effectivement le plateau c'est assez abstrait, hein, concrètement c'est pas un jeu où il faudra vraiment compter sur une thématique qui déborde du jeu, non c'est plutôt abstrait visuellement. C'est pour 1 à 2 joueurs, plus 2 joueurs par boîte supplémentaire, donc bon ça il y a toujours une discussion à avoir autour de la nécessité d'avoir plusieurs boîtes supplémentaires pour jouer au même jeu mais à plus de joueurs, bon c'est un débat. Pour 8 ans et plus, donc relativement accessible, et pour 20 à 45 minutes de jeu avec 3 modes de jeu qui plus est.
Pour le reste, comme d'habitude avec Game on Tabletop, c'est disponible en français et toute la campagne est en français également, donc vous pouvez éventuellement aller faire vos recherches par vous-même, vous n'avez pas tellement besoin de moi, mais sachez d'ores et déjà que vous avez pas mal de vidéos, notamment par Garageux, c'est assez logique, pour vous présenter le jeu dans le moindre détail. Quant au prix, je n'ai pas vraiment checké en détail, voilà, c'était ici, le Early Bird 48 heures doit être déjà fini à mon avis, mais donc ce sera 47 €, et si c'est fini, auquel cas, bon c'est pas très grave, c'est 49 €, c'est pas très différent, ça fait que 2 € de différence, d'autant plus que les frais de port sont offerts pour la France métropolitaine. Voilà donc pour Stigmeria du côté de chez Game on Tabletop, projet francophone de youtubeur garageux. Après l'énorme succès de Dungeon Drop il y a 3 ans environ, puis le succès un peu plus mitigé de Drop Drive, Phase Shift Games nous revient avec un nouveau projet qui n'a absolument rien à voir avec cette mécanique de la boîte composée de tout un tas de petites pièces que vous renversez sur la table pour créer le plateau de jeu. Cette fois-ci, Flutter, complètement différent, c'est pour 2 à 5 joueurs, mais ça se prend un peu une baffe, hein, pour être honnête. Après les 2 précédents projets qui a été quand même couronnés de succès, même si le second un peu moins que le premier, le troisième, la Flutter, ça marche pas des masses. Bon, en même temps, eux aussi ont décidé de déménager sur GameFound, et bon, ils le payent un petit peu avec actuellement seulement 130 backers, 26 jours avant la fin de la campagne pour Flutter, un petit jeu pour 2 à 5 joueurs de pose de tuiles, pour des parties relativement courtes de 30 minutes, donc un jeu très familial, encore une fois, c'est un petit peu leur marque de fabrique, des jeux assez familiaux, assez accessibles. Qui vous propose aussi, au-delà du placement d'ouvriers, un petit peu de set collection et de terrain building, comme on le dit ici. Vous allez en fait utiliser différentes tuiles de formes tout à fait étranges et variées, un petit peu comme de Hamlet, dont on avait parlé sur la chaîne et sur le menu crowdfunding il y a de ça 1 an et demi, 2 ans, si mes souvenirs sont bons, et qui a dû être livré entre temps d'ailleurs aussi. Vous allez poser donc des tuiles avec des petits papillons dessus. Bon, c'est pas extraordinaire en termes de thématique, et visuellement non plus, c'est pas particulièrement beau, c'est pas vilain, mais c'est pas très joli non plus. Donc là encore une fois, il est question aussi de pollinisation, hein, comme dans le jeu qu'on a vu juste avant, donc c'était Stigmeria, si mes souvenirs sont bons, j'ai déjà oublié, j'ai une mémoire de poisson rouge. Hein. Donc voilà pour Flutter, vous avez différents niveaux de pledge, hein, 29 € pour le jeu de base, vous pouvez aller deluxifier un petit peu le tout, par exemple ici avec le Matterwood Edition pour 59 $ en remplaçant toutes les tuiles de carton par du bois, en ayant des composants supplémentaires, etc. etc. Ma foi, c'est à peu près tout pour Flutter qui pour l'instant bat de l'aile. On reste chez GameFound pour cette fois-ci parler de Gatefall Monsters, le nouveau projet de Grim Rabbit Games. Pour ceux qui auraient une bonne mémoire, donc les gens qui sont pas comme moi décidément, Gatefall, on en avait déjà parlé l'année dernière, ou il y a 2 ans même d'ailleurs, sur la chaîne dans le menu crowdfunding pour le précédent opus de la série Gatefall, cette fois-ci donc sur GameFound. Le projet n'est pas encore financé, mais ça devrait pouvoir se faire. On est actuellement à 26 000 $ d'engrangés sur 30 000 nécessaires, donc 87% de financement, avec 355 backers, 26 jours avant la fin de la campagne. C'est pour 1 à 4 joueurs, pour des parties d'environ 60 minutes, pour 11 ans et plus, un âge assez étrange. Et c'est un jeu de deck building, d'aventure, de combat, de confrontation avec des grosses miniatures. C'est vrai que les miniatures sont plutôt classe, elles ont quand même plutôt pas de la gueule, enfin faut être honnête, hein, c'est plutôt joliment réalisé. Mais au-delà de ça, Gatefall a pas séduit grand monde lors de ses précédents passages sur Kickstarter, sur GameFound et compagnie, donc c'est pas un jeu qui va marquer l'histoire non plus a priori. Donc 1 à 2 joueurs jusqu'à 4 joueurs si vous prenez des extensions. Là, cette fois-ci c'est 12 ans et plus, donc on a pris 1 an entre temps, hein, donc voilà, je sais pas, allez savoir quel est l'âge exact. D'ici à ce qu'on déroule toute la campagne, il faudra arriver à 18 ans je pense, hein, et pour des parties d'environ 1 heure. Et donc vous avez des grilles et des grosses miniatures sur lesquelles vous allez compter pour vous foutre sur la tronche avec vos adversaires. Cette fois-ci on parle donc des monsters, donc on aura le monstre, on aura Dracula, on aura la momie, etc. Donc autant de nouveaux personnages que l'on pourra utiliser avec comme d'habitude du deck building, avec du déplacement sur une grille et de la confrontation avec des grosses brassées de dés. Voilà, c'est après la même chose que les précédents épisodes de Gatefall, avec toujours une DA plutôt réussie, hein, ma foi. C'est plutôt joliment réalisé, les graphismes, la direction artistique globalement est assez jolie, les figurines sont très classe, on a des personnages qui sont asymétriques, même si le gameplay fondamentalement reste le même, et c'est pas trop cher en plus, hein, fondamentalement, vous le voyez, hein, 29 $ pour le Monsters Core Set, donc c'est pas trop cher. Il y a même des game trays à l'intérieur, donc il y a quand même des questions à se poser en termes de financement.
On aura aussi des petites extensions, comme ici avec le Werewolf, donc le loup-garou, pour 12$ par exemple. Même chose pour la Creature que vous voyez ici, qui me fait penser à une créature de Witcher 3 d'ailleurs. The Invisible Man, alors comment sera-t-il représenté en termes de miniatures là par contre? Bah non, il n'y en a pas. C'est les petits tokens de points d'interrogation apparemment, mais ça peut être assez sympa en termes de concept, même si vous le voyez, il a des statistiques vraiment très peu puissantes, mais du coup il compense ça par son invisibilité bien évidemment. Voilà pour Gatefall, vous avez aussi les précédents épisodes de Gatefall, Wasteland Fantasy que vous voyez ici, qui sont à nouveau disponibles durant la campagne, comme ici le Core Set à 59$. Donc en fait, c'est plutôt des extensions à ce jeu que véritablement une campagne qui tient elle-même sur ses propres jambes, on va dire. Donc voilà pour Gatefall Monsters, 26 000$ engrangés pour l'instant, 355 backers, ça devrait financer incessamment sous peu, mais il n'y a pas de version francophone pour celui-ci. Vous étiez seulement 2 à avoir voté pour Battletech Mercenaries dans le sondage de la semaine, et pourtant... Merde! 15 000 contributeurs, 3 700 000 € d'engrangés. Ouh, ils ont fait parler la poudre et pour le coup, ça n'a jamais été mieux utilisé cette expression que dans ce cas-là, parce que c'était un jeu de guerroiement, grosse machine mécanique, énorme résultat, qu'est-ce que c'est que ce truc ? 15 000 contributeurs, 3 700 000 € pour Battletech Mercenaries, et pourtant, on va en parler moins de 2 minutes parce que vous étiez seulement 2 à avoir voté pour ce jeu, 27 jours avant la fin de la campagne, qui plus est, donc on est parti sur un record, c'est pas possible, là quand même 3 700 000 €, alors c'est un jeu avec plein de miniatures, donc oui, ça coûte très cher très rapidement, vous allez voir, on a énormément de miniatures, qui sont très bien réalisés. Il y a comment dirais-je, un vrai modèle de jeu derrière, hein. C'est pas un jeu dépourvu complètement de gameplay qui sera seulement utilisé pour les grands amateurs de miniatures et de peinture sur miniature. Il y a un vrai gameplay derrière, même si c'est pas forcément le plus intéressant, mais vous le voyez, on est surtout là pour avoir des superbes miniatures très détaillées, très bien réalisées. Donc pour tous les amateurs de mecha et de peinture sur miniature, parce que moi je suis fan ni de l'un ni de l'autre, les mechas ça m'en touche une sans faire bouger l'autre très honnêtement, même si au Japon c'est quand même, vous le savez, un gros truc, mais ouais, si vous êtes amateur de figurines, de peinture, ça peut être un gros kiff de se offrir un petit peu ce Battletech Mercenaries avec également au-delà des mechas, des machines un peu plus conventionnelles telles que des chars d'assaut, des hélicoptères et compagnie. Mais il y a aussi un vrai gameplay, donc c'est essentiellement un jeu de confrontation, si je me souviens bien, avec donc des grosses grilles, avec des petits numéros partout, et des grosses machines que vous pouvez envoyer les unes sur les autres, avec également des tuiles de terrain pour aller gêner la progression de tel ou tel personnage, etc. Donc ça a l'air d'être intéressant au demeurant pour tous ceux qui sont amateurs de ce type de jeu. Je ne suis clairement pas le public cible, mais si vous l'êtes, attendez-vous aussi à dépenser suffisamment d'argent pour vivre 3 ans aux Bahamas, hein, puisque ça va coûter très cher. Même si, vous allez voir, il y a des pledges un peu moins chers que ça, évidemment, mais parce qu'ils sont essentiellement dépourvus de cette tonne de miniatures qu'on a précédemment vue. Mais attention, la Recruit à 35$ vous propose aussi la Beginner Box, donc la Beginner Box que vous voyez ici je crois déjà des miniatures, hein, il me semble, plus le Double Blind qui était une sorte de roman digital offert en PDF. Par contre, si vous voulez Battletech Mercenaries, il faudra compter donc 80$ pour le pledge vétéran que vous voyez ici, donc avec toutes les miniatures qu'on a aperçues tout à l'heure, 150$ pour le pledge Company pour avoir la même chose plus 2 packs de miniatures supplémentaires, 275$ pour le Company Store pour avoir encore plus de miniatures, 275$ pour Battalion, 500, 5000 même, on peut monter jusqu'à 5000$ de pledge pour le Big Kappa qui vous offre donc 2 boîtes de Battletech Mercenaries, plus le Double Blind et tout un tas de packs supplémentaires de machines en tout genre. Voilà. Pour le reste, je ne passerai pas en revue tous les stretch goals, c'est évidemment pas la mission du menu crowdfunding, il faudra plutôt attendre, si jamais il voit le jour, le suivi du menu crowdfunding, on sera déjà à la fin d'avril, donc je pense qu'on en parlera certainement même pas dans le suivi du menu crowdfunding pour être honnête. Mais en tout cas c'est tout pour Battletech Mercenaries, un gros jeu de miniatures. Êtes-vous amateur ou non? Visiblement non, pas tant que ça, parce que vous étiez très peu nombreux à vous être intéressés au projet. On redescend sur Terre, hein, en tout cas de quelques niveaux, après avoir vu une campagne à 15 000 contributeurs et 3,5 millions de financés, avec une campagne un peu plus modeste, hein, il s'agit de Gem Blenders TCG, donc Trading Card Game, attention ça peut coûter cher à long terme, qui pour l'instant a accueilli 147 contributeurs, 37 jours avant la fin de sa campagne, avec 147 contributeurs, donc 30 000 € d'engrangés. Donc c'est pas trop mal, c'est financé en tout cas quoi qu'il arrive, et Gem Blenders c'est un jeu de deck building, où
on va utiliser donc 4 héros de sa main pour ensuite les équiper de gemmes pour les rendre plus puissants et affronter différents adversaires. C'est pour 2 à 4 joueurs, mais plutôt je pense pour 2 joueurs idéalement, même si je pense que comme tout mon deck building, ça peut scaler, comme on dit en anglais, ça peut être jouable jusqu'à 2, 3, 4 joueurs assez bien également, mais je pense que c'est peut-être mieux en duel pour 20 à 40 minutes, pour 13 ans et plus. C'est très orienté graphisme à la Nintendo, c'est pas très joli, je trouve pas ça très charmant pour ma part, mais vous me direz ce que vous en pensez. Pour ma part, je suis pas très convaincu par la DA, mais c'est pas très cher au demeurant. On va aller voir ça rapidement. Il y a différents petits starter decks comme vous voyez ici, hein. C'est un trading card game, donc 1-2 boîtes, c'est pas trop cher, mais comme tout bon trading card game, si vous tombez dedans, il y a tout un tas de boîtes à aller choper et ça va commencer à coûter cher au fur et à mesure, bien évidemment. Quoi qu'il en soit, je redis le quoi qu'il en soit, maintenant je vais l'entendre à chaque fois que je le prononce, hein, quand on m'a signalé que je le disais souvent, donc maintenant je vais m'en souvenir et je vais être obsédé par ça, obnubilé par cette expression que je ne dois plus utiliser. Pledge Levels, donc 39$ pour Energizer, donc deux boîtes. Ensuite, le Premium Chiller, 114$ pour avoir une booster box, 2 starter decks et tous les stretch goals qui iront avec, ok. Ça peut coûter cher assez rapidement, du coup 299$ pour le Mojo Charger avec toutes les boîtes, etc. Ouais, ça coûte quand même assez cher, assez rapidement, un 549 ici, bref. On va pas s'attarder plus que ça sur Gem Blenders qui va pouvoir théoriquement être assez abordable si on se contente de une ou deux boîtes, mais c'est pas le principe des TCG, donc des Trading Card Game, bien évidemment. Donc ça peut coûter assez cher, attention à ne pas tomber dedans si vous êtes fan, ça peut être dangereux pour vous. Gem Blenders, 150 contributeurs, 31 000 € d'engrangés et 37 jours avant la fin de la campagne, c'était le dernier projet des entrées de la semaine. Et on entame les plats de résistance de la semaine avec bien évidemment les incontournables Queen Games qui poursuivent leur route sur leur stratégie habituelle, à savoir sortir le même jeu 14 fois d'affilée avec quelques petites variantes, quelques éditions essentielles ou deluxifiées, etc. Et cette fois-ci c'est pour Marrakech Essential Edition, déjà 320 contributeurs, alors que je comprends jamais les succès, les succès c'est tout quand même relatif, hein. 320 contributeurs c'est pas énorme, mais les succès quand même malgré tout de Queen Games qui fait pourtant les mêmes choses un peu bizarres, les mêmes campagnes un peu pétées sur les jeux qu'ils ont déjà produits 14 fois précédemment. Je comprends pas très bien pourquoi, mais bon, peut-être qu'ils sont pas si disponibles que ça dans le commerce, ces jeux-là, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, le nouveau Marrakech, c'est pas le nouveau du tout, mais c'est la version essentielle, on va dire. Donc peut-être dépourvu de certaines choses qui étaient précédemment disponibles, je ne sais pas, comme il l'avait fait pour Anachronie dans un autre registre. 328 heures, 40 000 € d'engrangés, donc largement financé, 10 jours avant la fin de la campagne pour Marrakech, donc le jeu de Stefan Feld, donc l'auteur allemand de renom, qu'il faudrait vraiment qu'on teste un jour, Xavier et moi. C'est pour 2 à 4 joueurs, pour 14 ans et plus, pour 90 à 120 minutes la partie. Il me semble que le prix a reçu un prix de jeu expert assez récemment, mais j'ai oublié, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai une mémoire assez lacunaire, hein, pour être tout à fait honnête. Mais je pense que vous connaissez de manière générale assez bien le jeu, c'est un jeu déjà assez connu. On a quand même malgré tout du assez beau matos, mais j'ai cru voir par-ci par-là que Queen Games, parfois, les promesses sont pas toujours tenues en termes de qualité, donc je sais pas, j'ai jamais backé une campagne de Queen Games, donc je ne saurais pas vous le dire, mais on a visiblement des plateaux double épaisseur assez sympas, des pièces pas trop dégueulasses non plus. Ça a l'air d'être quand même pas mal malgré tout, même si c'est pas une deluxe comme ils avaient pu la sortir récemment, parce que l'année dernière ils avaient sorti une deluxe avec voilà, cette boîte un petit peu plus classe. Cette fois-ci c'est une version un peu plus donc Essential, donc certainement un petit peu moins classe que prévu. Il n'y aura pas de pièces de métal, puisque les composants seront un petit peu plus fins, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, vous avez aussi quand même un insert pour aller loger la totalité des pièces, des composants du jeu, même si ce n'est pas un insert plastique hyper classe. Ensuite, continuons avec ici les règles en français disponibles pour un PDF uniquement, donc attention, le matériel lui ne sera pas en français, mais vous l'avez vu, il n'y a pas de texte vraiment sur les cartes, sur les tuiles, etc. C'est un jeu qui est dépourvu de texte, d'ailleurs il n'y a même pas de carte, j'ai dit une connerie, il n'y a pas de texte sur les composants. Donc une fois que vous aurez saisi l'iconographie, avoir un PDF en français devrait vous suffire, même si c'est pas forcément le format le plus agréable, bien évidemment. Pour le reste, je pense que vous connaissez déjà le jeu, mais il y a un paquet de vidéos éventuellement pour ceux que ça pourrait intéresser. Vous devriez pouvoir trouver des vidéos en français, même si là, celles qui sont mises en avant sont en anglais. Ensuite, on va juste aller voir rapidement le prix des pledges potentiellement. Ah, ici vous avez un petit comment dirais-je, un petit résumé de la différence entre Marrakech classique et Marrakech Essential.
où vous aurez certaines choses qui seront plus ou moins présentes, plus ou moins deluxifiées en fonction du pledge que vous aurez choisi. Enfin bref, c'est assez parlant visuellement, je pense, mais on va pas s'attarder trop dessus, parce que à chaque fois que je vois une campagne Queen Games, personnellement, ça commence à me mettre des boutons maintenant, donc voilà. Commençons rapidement ici par les différents Neo Pledge, que je les ai pas vus plus haut dans la campagne. 69$ pour Marrakech Essential, 99$ si vous couplez ça avec le jeu Cocopelli apparemment, 110$ pour Stefan Feld Bundle. Je vois pas la différence avec le jeu juste avant, parce que 99 et ici c'est 110, et c'est le Early Bird, excusez-moi. C'est le même pledge, mais c'est pour le Early Bird. Ensuite, Marrakech Classique, qui est aussi disponible dans la campagne, 115$, donc plus cher, puisque c'est pas la version essentielle. Le Retailer, on s'en fout. Et Marrakech Deluxe, donc déjà sorti 2-3 fois aussi, à 170$, pardon, un peu plus cher. Et pour les frais de port, pour l'Union Européenne, c'est 18, 24 ou 24. Pour le Canada, 26, 34, 34. Et pour nous qui sommes dans le rest of the world, 48, 65, 65. Voilà pour ce qui est donc de Marrakech pour la 18e fois sur Kickstarter. Premier détour du côté de chez BackerKit, on en fera un deuxième un petit peu plus tard, pour Dreams of Yesterday, le nouveau jeu de Weird Giraffe Games, qui pour l'instant est pas trop mal reçu, 240 contributeurs, 5000€ d'engrangés, c'est financé 13 jours avant la fin de la campagne, c'est pour 1 à 3 joueurs, pour 8 ans et plus, et pour 30 minutes la partie, et vous le voyez c'est très peu cher, c'est 9$, donc vraiment un jeu très accessible, en plus d'être un jeu assez familial. C'est un jeu dans lequel vous allez incarner des conservateurs dans des musées, et vous allez faire un petit peu de gestion de ressources et de set collection, pour aller créer la plus belle exposition possible en fonction des différentes ressources que vous pourrez utiliser pour aller choper différentes œuvres, le tout pour attirer le plus de visiteurs possible. Ouais, c'est assez charmant en termes de thématique, les illustrations sont plutôt classe, elles sont l'œuvre je crois de l'illustratrice de Wingspan, oui, c'est ça, Beth Sobel apparemment, donc c'est une des illustratrices un petit peu en vogue depuis quelques années, notamment pour Wingspan. Si mes souvenirs sont bons. Donc c'est plutôt bien illustré, c'est assez accessible, ça peut être assez sympatoche. Vous le voyez là encore, il n'y a pas de texte sur les cartes elles-mêmes, c'est beaucoup d'iconographie. Donc même si le jeu n'est pas disponible en français, ça ne devrait pas être trop gênant si tant est que vous compreniez les règles du jeu en anglais bien évidemment. Mais au-delà de ça, c'est un jeu assez facile, donc même ça ne devrait pas être trop complexe à prendre en main à mon avis. Et donc, pour ce qui est des niveaux de pledge, y en avait-il d'autres ou est-ce que c'était vraiment uniquement le 9$ qu'on voit ici? Donc 9$ pour le Dreams of Yesterday, la boîte du jeu de base, sans problème. Et ensuite, vous pouvez aussi ajouter Motley, donc un autre jeu de l'éditeur pour 16$ en plus du jeu de Dreams of Yesterday. Vous pouvez aussi prendre Dreams of Tomorrow, qui est dans la même série de jeux que Dreams of Yesterday, mais qui vous coûtera donc 36$, donc pour avoir les deux jeux. Pour 1 à 6 joueurs, 8 ans et plus, 45 minutes. Est-ce que vous pouvez les jouer ensemble ou est-ce que c'est juste 1 à 6 pour vous dire que c'est pour Dreams of Tomorrow? Je ne sais pas. Et ma foi, c'est à peu près tout. Vous pouvez même aussi le jouer en print and play pour 5$, mais du coup, 5$, 9$, plutôt le prendre en physique, à mon avis, ça me semble plus indiqué pour une différence de 4$ à peine. Vaut mieux s'orienter vers la version en physique. Voilà donc pour Dreams of Yesterday pour Weird Giraffe Games. Je me rends compte à l'instant que je n'ai pas parlé des frais de port. Honte à moi. Donc les frais de port seront de 5$ indépendamment du lieu de vie du backer apparemment. Ouais, il y aura juste quelques pays qui ne seront pas livrables, mais le reste du monde apparemment c'est 5$, donc ça fait 14$ au total. C'est pas très très cher pour ce petit jeu de set collection avec une direction artistique plutôt charmante. Vous me direz ce que vous en pensez. Nombreux sont les fans de la série de Unmatched, peut-être en faites-vous partie d'ailleurs, et Unmatched nous revient cette fois-ci sur Kickstarter pour une campagne intitulée Unmatched Adventures Tales to Amaze, et c'est une variante assez intéressante de l'univers de Unmatched dans le sens où il s'agit ici d'un Unmatched coopératif, puisque jusqu'à maintenant il s'agissait d'un jeu de confrontation, principalement pour 2 joueurs en face à face, mais qui pouvait être jouable en équipe de 2 contre 2 par exemple également, et cette fois-ci vous pouvez jouer en coop pour affronter différents types de méchants. Je crois qu'il y en a 2, je crois qu'il y a une sorte de monstre et puis des aliens également que vous pourrez essayer de vaincre. C'est comme d'habitude pour Unmatched des joueurs, des personnages asymétriques, hautement asymétriques, quels que soient les héros que vous pourrez utiliser, et puis c'est aussi l'occasion d'aller mettre la main sur 4 nouveaux héros utilisables aussi en PvP, donc en joueur face à joueur, donc confrontation, donc utilisables avec les autres personnages précédemment sortis via les différentes éditions de Unmatched. Donc ça vient mêler différentes choses, et ça marche très très fort.
Puisque vous le voyez, on est déjà à 5000 contributeurs, donc Unmatched, comme d'habitude, hein, c'est de la mécanique de précision, hein, c'est de la science, et en même temps on voit qu'il y a Nikola Tesla comme personnage jouable, donc là encore plus, c'est de la science en intraveineuse. 250 000 € d'engrangés déjà, 17 jours avant la fin de la campagne, ça marche très très bien. Alors, qu'y a-t-il donc dans cette nouvelle boîte de Unmatched Adventures en coopération? Alors le plateau double face, hein, pour les deux types de monstres que vous pourrez être amené à vaincre, ou à tenter de vaincre tout du moins. Ensuite, tout un tas de figurines, des personnages que vous pourrez utiliser, mais également des standees, je crois, pour les sous-fifres des monstres adverses. On aura des événements qui viendront impacter l'ensemble de la partie, et puis ensuite les fameux decks de cartes pour les monstres, mais également pour les 4 héros que vous pourrez contrôler. Alors au-delà de ça, découvrons un petit peu ensemble le jeu, même si je pense que vous connaissez d'ores et déjà l'univers de Unmatched, c'est un jeu très célèbre, mais pour résumer, vous le voyez sur le plateau qui est ici, on a différents plateaux avec tout un tas de zones qui sont parfois composées de 2 couleurs ou d'une seule, qui impacteront les mouvements que vous pourrez être amené à effectuer, et en utilisant justement la typologie du terrain, vous pourrez chercher à affronter différents adversaires, que ce soit ici des monstres en collaboration, ou votre joueur adverse dans une configuration de 1 contre 1 ou de 2 contre 2 par exemple. Sauf que cette fois, vous allez en plus de ça pouvoir jouer en collaboration face à des gros monstres. Ils sont 2, il y a le Mothman, donc Moth c'est un insecte dont j'ai oublié le nom en français, mais bon, aucune importance. Mothman qui est donc incarné par cette belle figurine très joliment produite, hein, c'est très très beau matos. Donc Mothman avec ses propres spécificités bien évidemment, hein, c'est toujours asymétrique comme toujours avec Unmatched. Et puis également Martian Invader, je l'ai très mal prononcé, Martian Invader, donc les envahisseurs martiens, qui sont aussi une autre menace que vous devrez affronter. Et puis donc ça seront les différents minions, les sous-fifres des créatures que vous venez de voir, donc que ce soit Mothman ou les Martiens, ils auront des petits sous-fifres qui pourront vous envoyer sur la tronche également. Et pour les combattre, eh bien vous pourrez utiliser 4 nouveaux héros, comme le Dr. Jill Trent, une scientifique apparemment, Annie Christmas, qui sera apparemment plutôt coriace face à des adversaires plus puissants qu'elle, Nikola Tesla qui utilisera la puissance de l'électricité bien évidemment, et puis Golden Bat qui est un super-héros japonais. Alors on ne le penserait pas comme ça en le voyant parce que c'est quand même un crâne, donc le mec fait plutôt penser à un super-vilain, mais non, c'était un super-héros dans les années 1920-1930 au Japon, mais qui reste populaire, donc Golden Bat, si vous connaissez pas, ouais, c'est le petit le saviez-vous japonais de la semaine. Ensuite, il y aura tout un tas d'événements qui impacteront le cours de la partie. Ça n'existait pas, si je me souviens bien, dans Unmatched de base en confrontation, mais dans la version coop, chaque tour de jeu amènera son propre événement qui viendra bouleverser un petit peu le cours de la partie. Également, je l'ai déjà dit un petit peu en introduction, mais vous pourrez jouer avec ce set de Tales to Amaze en utilisant d'autres héros dans Tales to Amaze, donc rien ne nous empêchera par exemple d'utiliser, si je me souviens bien, le roi Arthur ou encore Robin des Bois par exemple, pour affronter les gros vilains, les gros méchants de Tales to Amaze, ou vous pourrez utiliser aussi les personnages jouables, les héros de Tales to Amaze contre d'autres personnages de Unmatched précédemment sortis, ou vous pourrez jouer n'importe quel héros compétitivement avec les personnages de Tales to Amaze. Je crois que c'est un peu la même chose qui se répète ici et ici. Je sais pas, allez voir. Quoi qu'il en soit, on pourra donc aller combiner différents personnages précédemment sortis ou ceux de Tales to Amaze, que ce soit en collaboration ou en compétitif, donc c'est assez intéressant, ça vient pas mal enrichir l'univers de Unmatched. On voit ici un petit peu le contenu de la boîte de Tales to Amaze avec les 2 miniatures des super vilains qui sont quand même très très bien réalisées, les différents tokens, les cartes des minions comme les cartes de nos personnages également avec les miniatures qui vont avec, les petits disques de marqueurs de points de vie, etc. également de chacun de nos personnages. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve ça assez classe. En termes de visuel, ça vend quand même pas mal du rêve, c'est quand même très bien réalisé, il faut bien l'avouer, comme toujours de toute façon avec Restoration Games. Alors que vous voyez ici le nom japonais de Golden Bat, hein, Ogonbato. Ensuite, les extras, parce qu'apparemment il y a aussi des extras qui seront gratos pour les backers, donc tout un tas de petites miniatures supplémentaires pour les monstres, hein, donc les moths et puis les martiens également, un petit peu à la Mars Attack. Et puis on aura aussi un set de cartes avec l'aspect foil, donc l'effet de surbrillance sur certains éléments des cartes, donc ça c'est plutôt classe aussi.
Les Pledge Levels, on a un pledge à 5$ pour avoir accès au Pledge Manager. Ensuite, la boîte en elle-même, c'est 60$ pour un jeu qui théoriquement sera vendu aux alentours de 80$ en boutique, à moins que, ici, il ne mentionne que la valeur contenue de la boîte, pas forcément le prix en boutique, donc je sais pas, allez voir. Donc 60$ pour avoir le Pledge Tales to Amaze avec donc la boîte, les miniatures, les extras réservés aux backers, donc les miniatures que vous voyez ici, ainsi que les cartes avec l'aspect foil par-dessus. Ensuite, sachez que vous pouvez aussi tester Unmatched, pas pour sa version coopérative, si mes souvenirs sont bons, pas encore en tout cas, mais le jeu de base sur Steam, sur l'Apple Store également, sur Google Play également, même sur Nintendo Switch, donc vous avez plein de moyens de le tester. Ensuite, pour ce qui est des frais de port, c'est gratos pour les États-Unis et disponible aussi pour le Canada, mais malheureusement pas pour l'Union Européenne. C'était la mauvaise blague que j'aurais dû déjà annoncer en tout début de présentation du projet, mais bon, c'est pas grave, au pire on le retrouvera très certainement à terme en boutique en France aussi. Unmatched a maintenant quand même une belle popularité, une belle réputation à l'étranger, donc y compris en Europe, donc ça devrait marcher sans problème. D'ailleurs, ils nous disent ici, For our international fans, have no fear, donc n'ayez pas peur, leur collaboration de longue date avec Yellow fera que le jeu sera disponible également dans différentes langues telles que l'italien, l'allemand, l'espagnol, etc. et le français grâce à Yellow, donc. Mais est-ce qu'on aura le jeu dans cette version Kickstarter avec les petits extras en plus, ça c'est pas garanti, mais en tout cas, même si cette campagne est disponible uniquement pour les Américains et les Canadiens, vous devriez pouvoir mettre la main à terme sur Unmatched Adventures, mais c'est vrai qu'il n'y a pas grand intérêt à aller le baquer durant la campagne, en tout cas maintenant pour vous autres Européens. Quoi qu'il en soit, en l'état, 260 000 € d'engrangés et 5 000 contributeurs pour Unmatched. On enchaîne tout de suite sur Nekojima, un projet francophone bien que japonisant dans sa thématique, puisqu'il s'agit de cette fameuse île aux chats au Japon, même si en réalité il y a plusieurs îles qui sont peuplées comme ça de chats au Japon. Une île peuplée de chats très petite avec différents secteurs que vous devrez électrifier avec des pôles électriques. Et c'est un jeu de dextérité et d'adresse, puisqu'il s'agira de construire donc des pôles électriques avec les câbles que vous voyez ici, mais sans que les câbles ne se touchent l'un l'autre, et également avec les chats qui vont bien évidemment faire des leurs en grimpant sur les poteaux électriques et en provoquant bien évidemment des torsions au niveau des câbles qui pourront mettre le tout en l'air puisque les câbles pourront potentiellement se toucher. Voilà. C'est disponible en français bien évidemment parce qu'il s'agit d'un projet français, même s'il n'y a pas de texte sur le jeu. 795 contributeurs, donc plutôt une belle réception pour le projet. 43 000 € d'engrangés à 17 jours de la fin de la campagne pour Unfriendly Games. Donc contrairement à ce que son nom pourrait indiquer, c'est un éditeur français qui en est à son deuxième projet Kickstarter après celui de Virus War, 170 contributeurs. Donc c'était un projet qui n'avait pas très bien marché à l'époque, mais Nekojima en revanche est plutôt très bien reçu pour l'instant, et il faut bien le dire, le jeu est très beau, visuellement parlant, c'est quand même assez classe. Visuellement ça a quand même de la présence, c'est-à-dire sur la table, je pense quand on passe à côté en festival, on dit tiens qu'est-ce que c'est que ce jeu, même si on n'est pas forcément fan de jeux d'adresse et de dextérité. C'est pas très attirant pour nous, chez nous au Lidovore, parce que les jeux d'adresse et de dextérité c'est vraiment pas trop notre truc, mais au demeurant, si je devais m'intéresser à des jeux de dextérité et d'adresse, ça pourrait être un jeu qui m'encouragerait sur ce chemin-là, parce qu'il a l'air d'être assez sympa, au-delà d'être assez joli visuellement aussi. C'est un jeu qui vous permettra de faire des parties assez courtes, pour 20 minutes environ, pour 1 à 5 joueurs, sachant que vous avez aussi une variante vous permettant de jouer jusqu'à 8 joueurs en équipe, et le tout pour 7 ans et plus, donc un jeu très familial, comme souvent les jeux d'adresse de toute façon. C'est un jeu qui a reçu différentes récompenses en France pour ce qui était du prototype, notamment le trophée Alchimie, le trophée du Flip en 2022 ou encore le Paris Ludique en 2022 également, donc un jeu qui a déjà été couronné de succès en France, même s'il n'était pas encore sorti à l'époque, et qui du coup fait son apparition maintenant sur Kickstarter, et c'est quand même assez classe visuellement, c'est plutôt sympatoche. Alors maintenant, allons voir un petit peu plus en profondeur de quoi il retourne, sachant que vous aurez une copie qui sera aussi disponible dans le commerce, mais aussi une copie KS exclusive, comme vous le voyez ici, un peu plus cher bien évidemment.
D'ailleurs, pour ce qui est des exclusivités KS, on aura par exemple les vagues autour, hein, décoratives, purement décoratives, hein, ça sert à rien, mais vous aurez donc les 4 quartiers de Nekojima qui seront donc entourés par les vagues pour stipuler qu'il s'agit bien d'une île, donc c'est une sorte de petite deluxification immersive, on va dire, mais qui sert à rien, mais c'est plutôt joli. Vous aurez aussi la possibilité de mettre la main sur une boîte en bois, donc ça c'est quand même assez classe, même si du coup il n'y a plus l'illustration de Nekojima quand même assez jolie, donc c'est en même temps classe et en même temps un petit peu dommage. Ensuite, il y aura l'extension Tori, donc les fameuses portes rouges Shinto que vous voyez parfois. On a une très très célèbre qui est à côté de Hiroshima, sur l'île de Itsukushima Jinja, j'arrive pas à le dire décidément. Ensuite, on va pouvoir passer au niveau de pledge. Le niveau de pledge de base, le exclusive pledge est à 38€. C'est certainement le pledge que vous aurez ensuite en boutique, j'imagine. Donc c'est un jeu quand même très abordable financièrement. 38€ pour le matos qui est dedans. Parce qu'on a quand même du joli bois, des cordes, etc., des petits meeple screen print avec les chats, etc. Donc c'est quand même plutôt bien produit. Le tout pour 38€, c'est quand même pas très très cher du coup. Donc 38€ pour avoir les poteaux électriques que vous voyez ici en bois avec les cordelettes qui vont avec, les petits meeple screen print des chats, les petits dés customisés. Les cubes, le petit compteur de niveau que vous voyez ici, des petits tokens dans tous les sens, l'extension Lazy Cats, donc les chats fainéants. Ensuite, une petite carte avec votre numéro de boîte pour vous remercier d'avoir backé le jeu. Donc ça, c'est aussi exclusif à Kickstarter, bien évidemment. Tout comme l'extension Lazy Cats, d'ailleurs, attention. Et puis les stretch goals. Et ensuite, vous avez un pledge collector à 79€ Nekojima Collector Pledge, donc pour ajouter un petit peu de luxification avec donc la boîte en bois, exclusive à Kickstarter. Ensuite, la fameuse extension Tori, qui est exclusive aussi à Kickstarter. C'est assez dommage parce que c'est une extension qui pourrait être assez classe visuellement et je pense que ça pourrait avoir un public également en boutique. Donc ça c'est un petit peu dommage, mais c'est une raison supplémentaire de vous intéresser au jeu durant la campagne. Un tapis de dés en néoprène avec un des chats du jeu. Donc là aussi, exclusivité Kickstarter. Également un Furoshiki, donc un petit sac qui vous permet de ranger vos boîtes de bento, ou également potentiellement la boîte du jeu. Ça peut être assez sympatoche, hein. Les Furoshiki sont ces petits tissus que l'on utilise pour ranger les boîtes de bento, vous savez, les boîtes de repas que les lycéens par exemple ou les salaryman emportent au boulot. Plus l'extension de Lazy Cats qu'on a vu tout à l'heure, plus la carte de remerciement qu'on a vu tout à l'heure également. Et puis en add-on, vous pouvez aussi ajouter une copie du jeu dans sa version de base ou dans sa version collector également si vous voulez faire des pledges groupés. Pour ce qui est du How to Play, vous allez donc jeter 2 dés qui vous donneront les districts sur lesquels vous devrez bâtir de nouveaux poteaux électriques. Ensuite, vous allez choisir votre Denshu. Le Denshu, c'est justement le poteau électrique. Et vous allez chercher à l'apposer sur le quartier en question, que ce soit sur un pylône déjà en construction ou sur une zone qui n'en avait pas encore accueilli jusqu'à maintenant. Et c'est là que la dextérité entre un petit peu en cours de partie, puisqu'il faudra les poser sur des pylônes déjà préconstruits sans que les cordelettes ne touchent celles d'autres pylônes déjà précédemment construits. Et puis vous devrez aussi parfois, en fonction de ce que vous proposent les dés, apposer des petits chatons sur les lignes électriques, donc ça pourra potentiellement aussi provoquer de grosses conneries telles que celles que vous voyez ici en GIF. Voilà. Pour ce qui est ensuite des frais de port, rapidement, sachez que vous avez aussi plein de vidéos en français et également en anglais bien évidemment, mais en français vous avez suffisamment de matos pour vous faire une idée de ce à quoi ça pourrait ressembler, notamment grâce à la Société des Jeux, la vidéo devrait arriver bientôt, mais également le Renard Ludique ou encore les Globetrotters, les Game Trotters, pardon, excusez-moi, qui vous proposeront aussi une vidéo sur le sujet. Ensuite, donc je parlais tout à l'heure des frais de port, ils sont ici. Pour la France, ça va aller de 6 à 9€, quel que soit votre niveau de pledge. Et il vous faudra aussi ajouter 2 à 4€ pour chaque boîte additionnelle, donc si vous choisissez de faire un pledge groupé. Pour le Canada, c'est un petit peu plus cher, hein, ça va aller de 25 à 35€ en fonction du niveau de pledge. Et pour nous qui vivons en Asie, ce serait de 25 à 35€ également de frais de port. Même pour le Japon, qui est pourtant à l'origine de la thématique de Nekojima. Dommage. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire pour Nekojima, le nouveau projet de Unfriendly Games, donc projet français qui plus est, donc raison supplémentaire de s'y intéresser, d'autant plus qu'il y a pas mal de petites exclusivités à la campagne Kickstarter. 795 contributeurs pour l'instant, 17 jours avant la fin de la campagne et 43 000€ d'engrangés.
On enchaîne avec un autre projet, ma foi, très intéressant, mais qui ne bénéficie pas d'une hype, pour utiliser cet anglicisme un petit peu inélégant. C'est Forge, sur Kickstarter actuellement. C'est le 12e projet de Fundamental Games, donc ils ont déjà quand même 12 projets derrière eux, donc un petit peu d'expérience déjà, et pourtant ça prend pas tellement. Alors ça va financer, hein, jusqu'à la fin de la campagne, il reste quand même 20 jours, donc près de 3 semaines, donc si on va jusqu'au bout de la campagne, ça va financer, mais c'est un jeu suffisamment intéressant pour aller chercher un résultat bien plus conséquent que les 186 contributeurs dont il peut se targuer actuellement. C'est un jeu de forgerons, bien évidemment, comme le titre l'indique, pour 1 à 4 joueurs, des forgerons médiévaux, hein, on n'est pas à l'époque contemporaine, bien évidemment, sinon ça n'aurait pas grand intérêt, il n'y a pas tellement de forgerons qui restent à l'heure actuelle. 1 à 4 joueurs, donc avec un vrai mode solo qui plus est. Un matos plutôt pas dégueulasse, pour un prix relativement contenu, 55$. Donc je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais c'est pour 1 à 4 joueurs, pour des parties de 60 à 90 minutes, pour 14 ans et plus. Vous le voyez, la présence sur table est plutôt classe, hein, c'est plutôt pas vilain du tout. Le matos est pas dégueulasse, c'est un jeu qui mêle différents mécanismes qui sont pas inintéressants non plus au demeurant, avec plusieurs chemins vers la victoire, tout aussi valables les uns que les autres, avec de la gestion de ressources, du placement d'ouvriers, du tableau building, des contrats disponibles pour tous les joueurs, et c'est celui qui réussira à le compléter en premier qui remplira les conditions en premier qui pourra en bénéficier des points de victoire, etc. Il y a aussi du set collection, il y a aussi de la course aux missions justement, donc tout un tas de mécanismes qui viennent se mêler les uns aux autres pour produire un jeu qui a l'air d'être fondamentalement assez intéressant et qui en plus de ça est plutôt bien produit. Alors certes, c'est pas hyper deluxifié, il n'y a pas des miniatures dans tous les sens, on n'a pas du screen print de partout, même si on a un petit peu, on le voit ici, mais c'est quand même plutôt joliment produit. C'est effectivement pas un jeu qui envoie du pâté visuellement, mais c'est quand même pas mal produit, et les différents mécanismes qui sont intégrés dans le jeu semblent en faire un produit assez intéressant. Même, je dis produit, c'est moche comme tout quand je dis produit pour un jeu, mais bon, c'est comme ça, c'est un produit après tout, qui en font un jeu assez intéressant. Je pense qu'il faudrait se pencher sur son cas, même s'il n'y a pas de version francophone durant la campagne en tout cas. C'est un jeu qui semble assez sympatoche, mine de rien, donc je serais très curieux de le tester. Peut-être pas en allant jusqu'à backer, parce que avec les frais de port, etc., c'est pas forcément le jeu le plus intéressant, et il y a tout un tas d'autres projets qui sortent en même temps, qui sont plus intéressants selon moi, mais quand même, Forge, je pensais qu'il pourrait faire bien mieux que ce qu'il ne fait actuellement. Donc vous le voyez ici avec les composants, le plateau principal que vous voyez ici, le plateau des missions communes, ensuite les plateaux individuels, les composants de chacun des joueurs en présence, plutôt joliment réalisé encore, plus de 150 cartes au total, avec différents types de cartes, d'objets que vous pourrez être amené à forger et à revendre. Vous pourrez aussi développer votre forge, plein de petits cubes, etc. aussi, 12 cartes pour le solo, et puis même un petit insert en plastique disponible directement sans passer par des stretch goals à la con, donc ça c'est plutôt classe aussi. Donc vraiment plutôt charmant comme projet, je trouve. Ensuite, on va passer assez rapidement sur le how to play. On a déjà parlé un petit peu des différents mécanismes à l'œuvre dans le jeu, donc on va passer assez rapidement sur le gameplay, mais vous avez ici quelques gifs pour l'illustrer, avec donc l'objectif d'aller développer votre forge, d'aller former vos différents apprentis pour vous permettre d'avoir accès à différentes nouvelles compétences. Vous devrez aller à la mine pour y chercher du métal, vous devrez chercher à accomplir certaines missions avant vos adversaires pour avoir encore plus de points de victoire, vous devrez remplir certains contrats qui vous seront proposés par différents marchands aux alentours pour gagner encore plus de points de victoire, etc. etc. Donc c'est un jeu fondamentalement intéressant qui mêle différents mécanismes qui moi personnellement m'attirent pas mal. Ensuite, y avait-il différents niveaux de pledge, ou est-ce que c'est limité à 55$ et c'est marre? D'ailleurs, au passage, sachez que vous pouvez tester ce jeu sur Tabletop Simulator pour vous faire une première impression, une première avis. Les pledge levels, on y arrive. Blacksmith, le pledge de base à 55$. Et puis ensuite, on passe à 105$ pour avoir 2 copies du même jeu avec une petite ristourne de 5$, donc c'est pas très intéressant au demeurant. Par contre, au niveau des shipping, du frais de port, ça devrait pouvoir être assez impactant. Donc c'est 55$ ou rien en fait, pour résumer, pour le pledge Blacksmith. Vous avez aussi un pledge pour les retailers, donc pour les boutiques, à partir de 5$ pour aller chercher un nombre de boîtes assez conséquent, mais bon, ça devrait pas intéresser grand monde ici. Pour le shipping, sachez que si vous êtes canadien, il vous en coûtera 17$ américains, 24$ canadiens. Pour l'Union Européenne, c'est 20$ de frais de port, donc c'est pas très différent. Et pour le rest of the world, donc nous au Japon, 50$, ça fait cher, mais en même temps tout ce métal, il faut bien le transporter quelque part.
Donc c'est quand même assez cher pour le Japon, donc encore une raison pour nous de ne pas le baquer malheureusement. Mais par contre, vous qui êtes en Europe, c'est relativement abordable, même si j'imagine qu'il y aura la TVA à aller ajouter par-dessus. Oui, c'est ça, un TVA après la campagne dans le Pledge Manager. Donc oui, il faudra payer la TVA en plus, mais bon, ça vous fera un jeu pour l'Europe à 75 plus certainement une dizaine, ouais, environ 80-85 dollars. Donc c'est quand même assez cher malgré tout. C'est peut-être aussi l'une des raisons de ce manque d'attrait pour la campagne, en tout cas en l'état. Même si ça devrait pouvoir financer. Et juste par curiosité, Fundamental Games, donc 12e projet quand même, mais ça devait être des projets assez peu populaires parce que c'est pas un éditeur très très connu au demeurant. Récemment, ils avaient produit Make 100 Dungeon Makers, effectivement. Le reste, Roller or Die, ouais, je connais pas trop un Die in the Dungeon. Ok, c'est vrai que ça me dit pas grand chose, il y avait quand même Die in the Dungeon qui avait fait 1200 quand même, mais bon. Voilà donc pour ce qui est de Forge, un projet fondamentalement plutôt assez intéressant, mais qui n'a pas réussi à se forger une réputation suffisamment conséquente pour attirer beaucoup de backers en l'état. On continue avec un autre projet français, il nous vient de Devil Pig Games, l'éditeur bordelais, qui nous propose encore une itération de sa série de Heroes of the Pacific, cette fois-ci Battle of Guadalcanal, donc toujours dans la Seconde Guerre mondiale, et même pas en relation avec la France d'ailleurs, hein. Ici ça c'est les Pacifiques, donc clairement ici on est orienté sur Japon versus États-Unis. Pour l'instant, le jeu a engrangé 70 000 €, 657 contributeurs 20 jours avant la fin de la campagne, et pour ceux qui l'auraient oublié, Devil Pig Games avait déjà proposé tout un tas de projets avec notamment, principalement, l'univers de Heroes of the Pacific, mais pas uniquement, parce qu'il y avait aussi Heroes of Normandy, si je me souviens bien, voilà c'est ici, Heroes of Stalingrad également, qu'est-ce qu'on avait d'autre encore ? On a des Shadows over Normandy aussi, enfin c'était quand même principalement Normandie, et donc maintenant ils ouvrent vers le Pacifique. Je pensais pourtant que c'était le deuxième épisode. Eh ben non, écoutez, je m'étais trompé. Je croyais que c'était le deuxième épisode du Pacifique, mais en fait non, on avait juste Stalingrad, maintenant le Pacifique, mais le reste est essentiellement Heroes of Normandy. Là, pour le coup, personnellement, bien évidemment, je serais plus intéressé par Normandie parce que ça fait vibrer une petite corde patriotique et historique, voilà. Mais Heroes of the Pacific aussi, quand même, il y a le Japon là-dedans, donc forcément ça m'intéresse aussi un petit peu. Mais au-delà de ça, vous le savez, je suis pas très orienté jeu de guerre, donc je m'y connais pas en fait. C'est pas que je suis pas orienté vers ça, c'est que j'y connais rien. C'est donc un jeu pour 45 minutes la partie, donc relativement court. Pour des wargames, c'est quand même généralement beaucoup plus long que ça. Donc c'est aussi un des attraits, je pense, de la série de Heroes of Normandie, Stalingrad, etc. C'est que c'est des jeux relativement, entre guillemets, accessibles et relativement courts pour le type de jeu dont il s'agit. Et pour des joueurs donc de 14 ans et plus, donc en confrontation, donc 1 contre 1. Quoi qu'il en soit, cette fois-ci, c'est donc la bataille de Guadalcanal, excusez-moi, avec donc toujours cette patte graphique que l'on retrouve dans tous les jeux de Devil Pig Games, avec ses quadrillages et les différentes unités que l'on peut envoyer au combat. Avec cette fois-ci donc les États-Unis et le Japon, avec bien sûr des compétences un petit peu asymétriques, bien évidemment, comme c'était le cas déjà pour Normandie. On aura aussi une boîte supplémentaire durant cette campagne, donc intitulée Tokyo Express, qui contiendra tous les schedules, si j'ai bien compris, et qui sera donc incluse gratuitement durant la campagne, et qui sera certainement donc pas disponible, j'imagine, en boutique. Alors, Heroes of the Pacific, why back? Donc pourquoi backer maintenant? Déjà, c'est un jeu qui a gagné pas mal de récompenses, y compris à l'étranger, hein. C'est un jeu qui est vraiment reconnu. Devil Pig Games n'est pas forcément très connu dans nos contrées parce que le wargame, c'est pas un truc hyper populaire quand même en France malgré tout. Mais donc, il a reçu quand même pas mal de récompenses. C'est un jeu qui a bénéficié aussi d'une update graphique assez conséquente visiblement, avec donc une refonte graphique plus satisfaisante à l'œil, on va dire. On aura aussi des nouveaux théâtres de campagne, si je puis dire. Ensuite, de nouvelles mécaniques qui vont aussi entrer en jeu, donc ça c'est assez intéressant, des mécaniques qu'on n'avait pas encore explorées dans les précédents épisodes de Heroes of Normandy par exemple, ou of Stalingrad par exemple. Et puis aussi donc cette fameuse boîte supplémentaire, donc Tokyo Express, qui ne sera pas disponible je pense en boutique, ou en tout cas peut-être elle ne sera pas gratuite en boutique en tout cas, d'autant plus que le prix du jeu lui-même sera 40% moins cher que celui qui sera en boutique apparemment. Pour le contenu, donc vous aurez tout un tas de plateaux modulables et double face apparemment pour les différents théâtres de bataille que vous pourrez aller explorer, tout un tas de tuiles et de composants en tout genre pour les deux factions en présence, donc les États-Unis et le Japon, avec bien sûr leur propre spécificité à l'un et à l'autre.
les cartes des deux factions là encore, États-Unis et Japon, les livrets de règles, les cartes de doctrine, etc. Et puis on verra aussi qu'il y a différents scénarios supplémentaires avec des histoires de guerre qui pourront être incluses également un peu plus bas dans la campagne. Pour les pledge levels, on a le premier pledge ici, le Gun-Ho. Alors c'est pas en japonais, c'est plutôt du chinois j'ai l'impression, donc je sais pas pourquoi c'est utilisé comme un nom de pledge, mais bon, allez savoir. 39 € pour ce pledge de base, sachant qu'en retail, donc en boutique, théoriquement, il devrait valoir 65 €, donc c'est quand même une assez belle réduction. Avec ici un soldat japonais avec son katana et son bandeau Hissho, donc victoire impérative, victoire nécessaire, il n'y a que la victoire de possible. Ensuite, on a un second pledge Semper Fi, donc ça doit être plutôt du latin ça, 85 € contre 144 en boutique théoriquement. Puisqu'au-delà de la boîte de base que vous voyez ici, vous aurez aussi la fameuse boîte Tokyo Express incluse gratuitement alors qu'elle n'est pas ici. Donc en plus de la boîte de base, plus également le Hudson's Ridge et le Coruscant Patrol, donc deux War Stories, donc deux scénarios de guerre qui seront disponibles, donc qui viendront, j'imagine, changer un petit peu la mise en place et vous donner certaines configurations de base un petit peu différentes. Ensuite, on a un pledge à 145 €, le pledge Banzai, contre 242 € en boutique théoriquement, pour la même chose, plus Battleground Storage Box, plus ici une sorte d'étui pouvant contenir l'ensemble du matos du jeu, plus le storage pour le Japon, donc tous les composants de l'armée japonaise, tous les composants aussi de l'armée américaine, sachant que ça justement c'est gratos dans le pledge en question. Ce n'est pas le cas pour le Japon, par contre c'est le cas pour les États-Unis. Ensuite on a aussi un pledge, mais c'est pour le retailer, donc pour les boutiques à 300 €, à partir de 300 €. Sachant que la boîte Tokyo Express sera incluse donc gratuitement dans certains niveaux de pledge et qu'elle viendra s'enrichir au cours de la campagne de nouveaux composants. Ensuite, on va continuer avec les frais de port, mais d'abord le petit passage donc sur la présence sur table avec donc les différents plateaux modulables que vous pourrez utiliser partie après partie avec différentes configurations de départ aussi différentes. Et les deux camps, Amérique face au Japon, qui vont partir bien évidemment de la plage ou de la jungle, donc avec tout ce que ça implique de différences, d'asymétrie, etc. Les différentes unités que vous pourrez envoyer au combat. Donc ça a l'air d'être relativement intéressant, et un jour j'aimerais bien quand même tester un jeu de wargame, surtout un jeu assez court, comme c'est le cas ici de Heroes of the Pacific, donc un jour peut-être. Alors qu'on voit ici encore une fois Tetsuo Ugaki, je ne sais pas si c'est un personnage véritablement historique ou si c'est vraiment de la fiction créée pour le jeu pour le coup. Ensuite, je disais tout à l'heure qu'on allait passer au frais de port, c'est ce qu'on va faire tout de suite, avec ici le Canada, 23, 25, 35 en fonction de votre niveau de pledge. Pour la Belgique ou la France, c'est 17, 18, 25. Il en va de même d'ailleurs du Luxembourg, non c'est 18, 35, c'est un peu plus cher. Pour la Suisse, 28, 31, 45, encore un petit peu plus cher, mais bon, on a l'habitude en Suisse, mais vous êtes des gros bourges en Suisse, il n'y a pas de souci. Ensuite, pour l'Asie, pour le Japon, on fait pourtant partie des belligérants dans ce conflit, et pourtant on doit payer plus cher. 50, 58, 105 € de frais de port pour le Japon, ça douille, mais en même temps, on est dans le camp des vaincus, donc bon, il faut payer plus cher, c'est logique. Bref, c'est après tout pour Heroes of the Pacific, Battle of Guadalcanal, le premier apparemment de la série The Pacific, qui véritablement va certainement ouvrir vers d'autres théâtres de bataille par la suite. 657 contributeurs, 70 000 € d'engrangés et 20 jours avant la fin de la campagne. On continue tout de suite avec Wild Gardens, un projet qui faisait partie de mon top 25 des jeux les plus attendus sur Kickstarter et GameFound en début d'année. Bon, pour le coup, c'est sur BackerKit et pas sur Kickstarter ou GameFound. Et pourquoi il faisait partie de mon top 25 des jeux les plus attendus? Parce que c'est l'éditeur et également le créateur de Keystone que vous voyez parfois derrière moi et qu'on mentionne assez fréquemment sur la chaîne, un jeu que j'avais backé il y a 2 ans que j'avais énormément apprécié, et du coup ils nous reviennent avec Wild Gardens, c'est donc Rose Gauntlet Entertainment, et pour l'instant, pour un projet qui a vu le jour sur BackerKit, 843 contributeurs, c'est quand même pas mal du tout, mine de rien, parce que comme pour GameFound, c'est des plateformes qui quand même peinent à attirer autant de monde que ne peut le faire Kickstarter. Donc c'est vraiment que Keystone a quand même pas mal séduit les joueurs qui ont pu y jouer. Et c'est le cas pour nous encore une fois. 83 000 € d'engrangés, c'est donc financé à 26 jours de la fin de la campagne. Et visuellement, comme pour Keystone, c'est plutôt... joli, mais... comme pour Keystone. Keystone était magnifique en termes d'illustration, mais par contre, les couleurs, c'était très très détonnant. Et c'est un petit peu la même chose pour Wild Gardens. Alors, pour le coup, Keystone, les animaux étaient magnifiques, et ça allait être le cas encore une fois pour Wild Gardens. Par contre, les personnages,
je suis beaucoup moins fan de la direction artistique. Je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez, je trouve les personnages pas si bien illustrés que ça. Par contre, pour ce qui est du jeu, c'est quand même très très joli, vous allez voir avec les recettes, puisqu'il s'agit d'un jeu dans lequel vous allez notamment faire la cuisine. Vous allez en fait partir à la cueillette des différents ingrédients que vous pourrez ensuite utiliser pour réaliser tout un tas de petits plats, pour séduire et ravir les papilles des différents invités qui viendront chez vous pour boostifier. Vous avez ici un petit aperçu de la présence sur table avec ce plateau général que l'on voit ici au milieu de la table et ensuite tout un tas de recettes et puis vos plateaux individuels également. Et c'est un jeu bien évidemment qui omet les différents types de mécanismes tels que le set collection, la gestion de ressources, un petit peu de... c'est pas du placement d'ouvriers mais c'est de la progression d'ouvriers sur une piste prédéfinie pour aller chercher différentes ressources, certains ingrédients pour pondre vos recettes. Alors attention toutefois, hein, je sais que peut-être certaines personnes sont sensibles à ce genre de choses, mais avec Rose Gauntlet Entertainment, c'était déjà un petit peu présent dans Keystone, même si c'était très très discret, c'est désormais un petit peu plus voyant dans Wild Gardens, mais c'est un jeu un petit peu woke, avec, il faut absolument des personnages de toutes les ethnies possibles, c'est un jeu, je crois, végétarien, hein, on n'a pas de viande du tout dans le jeu, mais ça, au demeurant, ça n'impacte pas du tout le gameplay en soi, donc si on apprécie le gameplay, il n'y a pas de souci à se faire à ce niveau-là. Mais voilà, il faut juste le savoir éventuellement, si ça vous intéresse, si ça vous touche, sachez-le. C'est pour 14 ans et plus, pour 1 à 4 joueurs, pour des parties de 90 à 120 minutes la partie. Et comme pour Keystone, on a un mode solo qui est narratif, pas dans le sens où la narration va vraiment être très très importante, mais dans Keystone, il y avait une petite narration progressive, et à chaque nouveau chapitre, une mise en place un petit peu différente, avec des prérequis différents également, des missions différentes, donc c'est un petit peu le même modèle qui va être adapté pour Wild Gardens, donc ça aussi super intéressant. Alors qu'y a-t-il dans la boîte? Vous avez donc ce plateau double face avec une sorte de printemps et d'automne apparemment. Ensuite vous avez un plateau de scoring, très 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 coloré encore une fois. C'est vrai qu'au niveau des couleurs, je suis pas toujours très fan de la palette choisie par l'éditeur, mais bon, ça c'est encore autre chose. Le plateau des lieux que vous pourrez explorer, ensuite la librairie pour aller chercher des nouveaux livres de recettes, donc vous voyez les différents livres que vous voyez ici d'ailleurs, avec les différents livres que vous pouvez voir ici d'ailleurs, les plateaux de joueurs donc individuels avec les différents personnages que vous pourrez incarner, avec les petits meeple screen print par ailleurs, les petits tokens dans tous les sens, les ressources que vous voyez ici, avec des baies, des champignons, des fleurs et autre chose encore, des ingrédients dans tous les sens. Ensuite on a les cartes de lieux, donc différents lieux qui du coup sont tirés de lieux réels, hein, l'Indiana, le New York, la Caroline du Nord, etc., qui vous permettront d'aller bénéficier de certains effets particuliers. Et ensuite tout un tas de guests, donc les fameux invités que vous pourrez accueillir chez vous pour leur faire déguster les mets que vous aurez conçus préalablement, avec donc toute une galerie de personnages divers et variés. Ensuite, les différentes cartes de recettes, et pour le coup, les recettes ont l'air d'être plutôt sympatoches, hein, on voit que ça a l'air appétissant, même si c'est très 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 vert, hein, très 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 végétarien. Et ensuite, deux petits sacs pour aller contenir l'ensemble des ressources. Les pledge levels, on a un pledge de base à 50$, donc comme pour Keystone, plutôt abordable, pour une copie de jeu de base de Wild Gardens. Par contre, vous allez voir qu'il va s'enrichir de pas mal d'extensions derrière. Ensuite, on a un Gamers Bundle à 125$, donc c'est même pas le simple au double, c'est le simple quasiment au triple, pour avoir le jeu de base plus un pack de composants en bois plutôt qu'en carton, donc les ingrédients, les sources également, tout ça en bois plutôt que en carton, et puis les 3 extensions que vous apercevez derrière ici, puisque oui, le jeu pourra s'enrichir de diverses extensions. Les extensions, justement, on va passer en revue rapidement ça, avec ici Media Expansion Pack qui intégrera 8 personnalités du monde du jeu de plateau, alors bien évidemment le monde anglophone du jeu de plateau, qui vous permettront d'être de nouveaux invités je pense, et puis qui vous permettront aussi d'accéder à 18 nouvelles cartes, ainsi que de nouvelles recettes également, de nouveaux lieux à aller visiter, donc c'est pas uniquement des nouveaux personnages, mais également des nouveaux lieux, des nouvelles recettes par exemple, et puis également une nouvelle aventure solo, donc c'est une extension assez riche pour 10$. Autre extension pour 10$ également, la Community Expansion Pack. Cette fois-ci, elle va proposer à la communauté des backers de
participer à la création de certaines cartes. Là encore, nouveaux guests, nouvelles recettes, nouveaux lieux et nouvelle aventure solo. Et puis il en ira de même aussi pour la Team Expansion Pack. Et cette fois-ci, ce sera donc toute l'équipe derrière la création de Wild Gardens qui mettra aussi sa main à la pâte pour une petite extension de 18 nouvelles cartes avec nouvelles recettes, etc. etc. Bon, c'est la seule des trois que je trouve un petit peu superflue, parce que une extension par l'équipe elle-même du jeu, du coup, autant l'intégrer directement dans le jeu sans passer par une extension qui coûte 10$. Bon, on sait bien que de toute façon, c'est les extensions qui rapportent le plus d'argent aux créateurs et aux éditeurs, donc bon, ça se comprend aussi de ce sens-là, mais celle-ci, je pense que parmi les trois présentes, on n'avait pas forcément besoin d'avoir une extension de l'équipe créatrice du jeu. On aurait pu se contenter de celle de la communauté et des médias, qui aurait pu être très sympa, et garder celle de la team, de l'équipe de création, directement incluse dans le jeu. Mais bon, que voulez-vous, il faut faire quand même de l'argent. Ensuite, en add-on, on pourra aussi prendre une peluche. Bon, ça pourquoi pas, mais ça coûte 20$. Et puis ensuite, on aura aussi un livret de lore, donc l'univers de Wild Gardens qui sera développé dans un petit livre illustré pour 30$, c'est quand même pas donné non plus. Ensuite, on a aussi un petit aperçu de gameplay avec donc en première phase Choose Your Action, donc vous allez avoir le choix entre différentes actions telles que Forage Ingredients, donc aller partir à la récolte, à la cueillette des différents ingrédients que vous aurez ensuite à cœur d'utiliser pour faire différentes recettes. Ensuite, vous pourrez justement pondre une recette, préparer une recette pour ensuite la servir à un invité. Vous pourrez aussi aller visiter la librairie pour aller acquérir différents pouvoirs supplémentaires. Ensuite, vous pourrez utiliser les différents pouvoirs que vous aurez acquis, notamment grâce à la librairie, pour aller personnaliser un peu votre stratégie sur le long terme. Et puis, à la fin de chaque journée, vous gagnerez des bonus de fin de journée. Et puis, vous pourrez aussi visiter différents lieux autour de cette zone qui est la vôtre apparemment, mais apparemment très très large. On a le Colorado, l'Indiana, New York, Ohio, etc. Donc c'est très très large. C'est tous les États-Unis en gros, pour bénéficier de certains effets spéciaux. Ensuite, on va pouvoir passer au shipping. Donc les frais de port pour le Canada, 25 ou 27$. Pour l'Europe, 27 ou 28$. Et pour nous au Japon, c'est 27 ou 30$ de frais de port, ce qui est quand même un petit peu cher compte tenu du prix du jeu, mais je pense que si on prend le jeu, c'est certainement avec les upgrades, enfin pas les upgrades, mais à minima, les extensions, donc au final ça revient à 50 plus 30, 80$, plus potentiellement si on prend aussi la deluxification, mais auquel cas autant prendre le pledge à 125. Avec certainement la TVA en plus, j'imagine. Oui, c'est ça, la TVA sera ajoutée dans le Pledge Manager par la suite, donc il y aura aussi un petit billet supplémentaire à sortir. Voilà donc pour ce qui est de Wild Gardens, un jeu qui a l'air d'être très très sympa. J'ai plutôt tendance à faire confiance à Rose Gauntlet Entertainment après ce qu'ils ont produit pour Keystone, donc j'aurais vraiment très envie de le tester. Je sais que Xavier est à la guet, tel un petit suricate de la savane. Il est peut-être encore plus intéressé que moi par le projet, donc je vais lui laisser. Parce que fondamentalement, je suis moins intéressé par le fait d'aller partir à la cueillette aux ingrédients et ensuite servir des invités que je connais ni d'Ève ni d'Adam. Donc ça m'intéresse moins que Keystone, mais je sais que fondamentalement, il y a de grandes chances que ce soit un très bon jeu malgré tout, donc je le surveille du coin de l'œil et j'espère que Xavier le backera. On enchaîne tout de suite avec un très joli projet. Il s'agit de Ecosphera qui nous vient de Helsinki en Finlande et c'est le deuxième projet de Julie Bird Games. Alors pour le coup, je ne connaissais pas leur premier projet, donc on va aller checker rapidement. C'était We Can Play, un jeu féministe visiblement à 344 contributeurs à l'époque. Et donc ils nous reviennent avec Ecosphera, cette fois-ci ce n'est pas féministe, c'est écologiste et c'est plutôt très joli. C'est un jeu qui pour l'instant a déjà recueilli plus de contributeurs que leur jeu précédent, avec 416 contributeurs, 15 000 € d'engrangés, donc financé, à 26 jours de la fin de la campagne, et le concept est assez intéressant, puisqu'il s'agit d'un jeu de deck building coopératif et plutôt familial, accessible, puisque c'est un jeu à partir de 8 ans et plus, si mes souvenirs sont bons. Ça 8 ans et plus pour 1 à 4 joueurs en coop pour des parties relativement courtes de 60 minutes dans lequel vous devez rendre sa vie sauvage à notre planète en gros. Vous avez différents éléments tels que l'eau, l'air, etc., le soleil, etc. Et puis vous devez utiliser ces différents éléments pour les combiner pour réussir à obtenir des plantes ou différents arbres et arbustes en tout genre. Et à partir de là, vous devez utiliser ces arbres et arbustes en tout genre, les plantes de manière générale, pour ensuite faire revenir les animaux dans la région. Et ensuite, une fois que vous aurez suffisamment d'animaux, vous pourrez compléter un des 7 biomes que vous voyez ici.
et si vous réussissez à tous les compléter, vous l'emporterez. Et au contraire, si vous ne réussissez pas dans le temps imparti, eh bien vous allez avoir des tuiles de désolation qui vont être ajoutées sur les tuiles de biome, et si vous en avez 4 ou 5, je crois que vous avez perdu un truc comme ça, je me souviens plus en détail, mais le concept est vraiment très sympa, et visuellement, c'est plutôt très joli aussi. C'est pas des illustrations réalistes, mais c'est très joliment illustré, c'est assez charmant je trouve. Ecosphera, donc joli petit projet qui en plus de ça coûte très peu cher, vous le voyez, 27 € pour l'édition Kickstarter, qui s'accompagne donc de 25 cartes d'animaux, donc ça par contre je trouve ça assez léger pour être tout à fait honnête, c'est vrai que c'est là que je suis un tout petit peu déçu, 25 cartes de Animal Kingdom, c'est un peu léger. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est un jeu qui nécessite plus de cartes de ce type-là, puisque je ne l'ai jamais testé, mais ça me paraît être assez léger pour une catégorie de cartes d'avoir seulement 25 cartes, j'en aurais bien vu 40, 50, mais n'ayant pas testé le jeu, je ne saurais pas vous dire si vraiment ça a un impact quelconque. 30 cartes maintenant de plantes et de différentes espèces fongiques, telles que les champignons quoi en gros, donc encore une fois, assez léger en termes de contenu, plus 60 cartes d'éléments, donc la terre, l'eau, le temps, qui est un élément apparemment ici, le soleil et l'air. Ensuite, cette tuile de biome, la taïga, la forêt tempérée, le désert, la savane, la zone tropicale, la zone aquatique et la toundra. 50 cartes de désastre, bien évidemment, vous imaginez bien qu'elles sont négatives. 12 tokens d'habilité, de compétences, donc pour contrecarrer un petit peu les mauvais effets qui pourraient intervenir en cours de partie et modérer un petit peu l'aspect chance du tirage, on va dire. Et puis 7 tuiles d'extinction qui sont bien évidemment négatives et qui seront une condition de défaite. Ensuite, le livret sera disponible en 4 langues différentes, y compris en français en version imprimée, puisque ici vous aurez tout un tas d'autres langues disponibles en PDF, mais pour ce qui est des versions imprimées, vous aurez aussi le français, donc c'est à signaler, le jeu sera disponible en VF. Ensuite, vous aurez une deuxième édition, pardon, pas une deuxième édition, mais une édition qui s'accompagne d'une extension. Pour 45 €, Ecosphera s'accompagne de l'extension que vous voyez ici, qui vient ajouter une nouvelle dimension de complexité, on va dire, et de profondeur au jeu, puisqu'il vient ajouter une petite extension de 20 petites cartes que vous voyez ici, qui sont des événements qui vont venir impacter les tours de jeu, ils viendront un petit peu modifier certaines règles lorsqu'elles interviendront. Donc ça aussi, ça vient rajouter un petit peu de piment au jeu. Donc assez intéressant. Ensuite, on a aussi une édition spéciale Founders Pack à 65 € qui inclut l'extension, mais également 3 posters que vous voyez ici. Donc là, c'est plutôt, si vous êtes très très fan de la direction artistique et que vous voulez être un petit peu mécène dans votre cœur, on va dire, mais ça n'a pas un grand intérêt véritablement. Ensuite, on va passer un petit peu rapidement au gameplay et au frais de port. Le gameplay, vous le voyez, donc le setup avec les biomes, l'étude d'extinction, les animaux et les plantes, ainsi que les désastres ici. Et enfin, les cartes d'éléments avec donc un deck d'éléments de base que vous pourrez utiliser pour chacun des joueurs autour de la table. Et puis, les différents petits tokens de compétences spéciales. Vous allez donc chercher à compléter les 7 biomes en utilisant des cartes d'éléments pour aller choper des cartes de nature, on va dire, d'arbres, de plantes, en tout genre, qui vous permettront ensuite, via des combinaisons, à choper des cartes d'animaux. Vous voyez ici, pour les plantes, il faut une combinaison d'éléments que vous avez ici, donc 4 éléments pour avoir cette carte ici, et ensuite pour avoir cette carte du cerf, eh bien, il faudra différentes cartes de plantes pouvant vous permettre d'atteindre le prérequis de la carte et pour la prendre en votre possession, et à terme, ensuite avec les différentes combinaisons nécessaires, vous pourrez compléter un biome. Mais en revanche, si vous ne pouvez pas obtenir de cartes de plantes ou d'animal pendant votre tour, vous devrez prendre au contraire une carte de désastre qui viendra pourrir un petit peu votre deck au fur et à mesure, bien évidemment. Et si vous jouez plusieurs cartes de désastre durant un même tour, vous chopez une tuile d'extinction apparemment. Et si vous avez trop de cartes d'extinction, eh bien vous perdez, enfin trop de tuiles d'extinction, eh bien vous perdez tout simplement la partie. Heureusement, il y a aussi pour contrebalancer un petit peu la chance au tirage par exemple, certains petits tokens que vous voyez ici, qui vous permettront quand même d'aller bénéficier de certains bonus pour garder un certain équilibre dans la partie. Voilà, c'est à peu près tout. Sachez également que vous pouvez tester le jeu sur Tabletopia pour ceux qui possèdent le module en question. Et puis, vous avez même une vidéo en français qui vous parle du jeu. Il s'agit de la chaîne de Explique-moi ça, qui vous présente rapidement le projet. Donc, on a quand même un petit peu de contenu en français, ça fait plaisir. Ensuite, passons directement
au frais de port, qui se trouve un petit peu plus bas dans la campagne. Et voilà, c'est ici le shipping. Pour le Canada, c'est 14, 25, 35 en fonction du nombre de pledges, du nombre de copies du jeu que vous allez sélectionner. Ça ne dépend pas du niveau de pledge, mais du nombre de copies du jeu. Hein. One game, two games, four games. Pour l'Union Européenne, c'est 8, 12, 18, donc c'est vraiment très abordable pour vous. Et pour le Japon, ça reste abordable, 17, 27, 36, ça va. Donc c'est à peu près tout ce que je peux vous dire. Juste peut-être la TVA rapidement. La TVA sera-t-elle ajoutée dans un pledge manager quelconque? Là-dessus, je ne vois pas de mention faite sur la TVA. Donc on pourrait se dire que c'est déjà inclus, mais c'est pas une garantie non plus en l'état. Et théoriquement, ça devrait être livré pour mars 2024, donc d'ici un an. Voilà donc pour ce qui est de Ecosphera, un projet assez charmant que je garderai, que je surveillerai du coin de l'œil. 26 jours avant la fin de la campagne, 416 contributeurs, 15 000 euros d'engrangés. On continue avec Explore It, Fall of the Ancients. Alors vous connaissez peut-être Explore It, hein, c'est un éditeur qui a pondu une série du même nom, hein, Explore It, qui désormais jouit d'une assez belle renommée, d'une belle popularité. Ces jeux sont plutôt bien notés d'ailleurs sur BGG en moyenne, et du coup ils reviennent avec Fall of the Ancients, qui est une nouvelle extension, avec 124 000 $ d'engrangés en moins de 24 heures, parce qu'en fait le jeu a commencé sa campagne il y a environ une dizaine d'heures, si je me souviens bien, au moment où j'enregistre la vidéo. Donc j'ai pas eu le temps de vraiment aller en profondeur dans cette campagne, ce qui me permet pas tellement en fait d'entrer dans les détails sur celle-ci, donc désolé, j'aurais peut-être dû la présenter la semaine prochaine plus tôt, mais bon, en l'état elle a quand même déjà 1310 backers, ça aurait été dommage de passer un petit peu à côté, 29 jours avant la fin de la campagne. Fondamentalement, ça reste un jeu similaire à toute la série des Hexplorer, donc un jeu d'exploration, comme son nom l'indique, avec des tuiles hexagonales, d'où le hex de hexagonal et Explore It, donc pour l'exploration. Donc jeu d'exploration, de survie, d'aventure, c'est un jeu relativement classique dans l'univers des jeux de Epic Fantasy, on va dire. Vous allez parcourir une énorme carte, faire différentes rencontres, mener différents combats, aller agrémenter vos personnages de nouvelles compétences, de nouveaux équipements pour les rendre plus puissants, etc. etc. C'est relativement classique, mais c'est apparemment très bien fait. Si l'on en croit les retours concernant l'ensemble de la série des Explore It, c'est plutôt bien noté, c'est plutôt bien accueilli par la critique de manière générale, et vous le voyez, en plus de ça, en termes de direction artistique, c'est plutôt toujours assez joli aussi. Cette nouvelle campagne vous permettra aussi de mettre la main sur ce qui était sorti précédemment, donc c'est aussi une raison supplémentaire de s'y intéresser, même si malheureusement on n'aura pas de version francophone durant la campagne, si mes souvenirs sont bons. Alors donc, pour ce qui est des différents niveaux de pledge, on a le pledge de base, ici le Historian à 39 $, pour avoir uniquement le livre de campagne de Fall of the Ancients, donc ça sous-entend que vous avez déjà le jeu de base. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez aussi prendre le Pledge Keeper à 99 $, ça coûte quand même assez rapidement, assez cher, pour mettre la main sur le livret de campagne, ainsi que le jeu de base, donc le FOA Core Box. Alors FOA, ça correspond au titre The Forest of Adriman, voilà. Donc pour ceux qui ne le connaîtraient pas, avec un sacré contenu là aussi. Hein. Ensuite, vous avez le Early Ship Warden à 172 $ pour aller choper encore plus de matos. Comme vous pouvez le voir ici, on aura notamment le Hero Chest, on aura aussi des sacs pour les différents dés, on aura des decks supplémentaires. Bref, on aura beaucoup de contenu additionnel. Et puis le pledge qui est mis en avant pour le coup, c'est le Warden qui est ici à 172 $. Alors vous allez me dire, c'est le même. Eh bien oui, c'est le même, sauf que ici ça Early Ship, donc ça livre un peu plus tôt théoriquement, septembre 2024. Alors pourtant c'est la même chose ici, hein, septembre 2024 aussi. Mais quelle est la différence? J'ai pas fouillé dans le détail, mais apparemment, Early Ship, ça sous-entendrait que, théoriquement, ça pourrait être livré plus tôt. On verra. Quoi qu'il en soit, vous avez aussi le Pledge Early Ship Realm Crosser pour avoir l'ensemble des Explore It. Donc, comme je le disais, c'est une série de jeux, les Explore It. Et du coup, vous avez différents épisodes qui sont déjà sortis précédemment. Et vous pourrez donc aussi mettre la main dessus avec ce Pledge à près de 500 $. Donc, c'est quand même assez cher, attention. Ensuite, vous avez tout un tas de add-ons, vous pourrez aller ajouter tel ou tel élément de gameplay supplémentaire en fonction de vos envies. Également les sacs, le Hero Chest, etc. bien évidemment.
Ensuite, continuons, il y a quand même beaucoup de matos. Le Project Timeline, on s'en fout. Sachez quand même que en l'état, le jeu est déjà pas mal avancé. On est déjà à 90% de l'écriture déjà terminée, 90% du design terminé. Par contre, il manque les illustrations. Donc théoriquement, c'est un jeu qui pourrait être, entrer en production assez rapidement pour une livraison potentielle en juillet 2024. Mais vu la taille du jeu, c'est quand même assez rapide malgré tout. Les shipping, donc ça arrive assez tôt dans la campagne, bizarrement. Donc le frais de port pour l'Asie, 18 à 84 $ en fonction du niveau de pledge et du poids du pledge en question. Pour l'Union Européenne, ça va de 12 à 76 en fonction du poids là encore. Le Canada, 16 à 82. Le reste de l'Europe, donc hors UE, 12 à 76. Donc ça coûte quand même assez cher en termes de frais de port, mais c'est assez lourd en termes de contenu aussi. Donc bon, c'est assez compréhensible. Quand on prend un pledge à 500 $, payer 70 $ de frais de port, ça reste relativement normal. Le early shipping, c'est ici apparemment. Donc théoriquement, une livraison pour le 4e trimestre de 2023, d'accord. Donc potentiellement une livraison beaucoup plus rapide et pas forcément beaucoup plus chère au final, donc ça peut être assez intéressant. Vous avez ici un petit aperçu de tous les produits de la série de Hexplorate aussi, hein, mais bon, je ne vais pas passer en revue la totalité de la campagne, d'autant plus que finalement, elle n'est pas si bien présentée que ça, parce que on voit pas très bien les nouveaux éléments de gameplay, ce qui vient s'ajouter en fait à la campagne. Et donc rapidement, vous avez un petit aperçu de la grosse map que vous pourrez aller explorer, avec les différents lieux que vous pourrez aussi découvrir. Vous aurez différentes nouveautés avec ici les power-ups que vous entreapercevez ici. Le reste, fondamentalement, ça n'a pas changé tant que ça. Les différentes phases de jeu restent les mêmes. C'est un jeu d'aventure relativement classique. C'est juste qu'il a l'air d'être très bien foutu, en gros. Mais encore une fois, je ne vais pas m'apesantir plus sur le projet, parce que vous le voyez de toute façon, je n'ai pas beaucoup d'informations à vous transmettre, dans le sens où j'ai pas eu le temps de checker tellement la campagne avant de pouvoir vous en parler. Donc si vous connaissez mieux la série de Hexplorate que moi, ce qui ne devrait pas être très compliqué, vous pouvez éventuellement faire un commentaire sous cette vidéo pour nous apprendre un petit peu plus et pour partager votre expérience concernant le jeu et la série de jeux de Hexplorate. En l'état, donc, très belle réception, c'est déjà quand même 1300 backers en moins de 24 heures, 124 000 $ d'engrangés, 29 jours avant la fin de la campagne, reste que le projet n'est pas disponible en français durant la campagne. Dernier jeu de cette deuxième partie, il s'agit de Crime Unfolds, un pop-up mystery escape game qui nous vient de Barcelone et de Key Enigma. On en a déjà parlé 2 ou 3 fois sur la chaîne pour de précédentes campagnes de l'éditeur. C'est à mi-chemin entre le jeu de société et le jeu d'escape game, donc on en parle assez rapidement. On en avait parlé pour Escape Game Kalinasu et puis aussi Circus of Modriac l'année dernière, qui avait fait 1200 puis 900 contributeurs. Et donc ils nous reviennent avec cette fois-ci Crime Unfolds, donc encore une fois sous le même modèle, un pop-up, c'est-à-dire que vous allez avoir un jeu qui va se dévoiler comme ça en le dépliant, avec différents éléments de décor, et à partir de ça, vous avez une énigme que vous devez résoudre. C'est pour 1 à 6 joueurs en collaboration, pour une partie de 4 à 6 heures, donc c'est un one-shot, ça c'est clair, et c'est assez difficilement revendable, parce que derrière par exemple, vous avez certains éléments que vous allez devoir soulever ou légèrement... comment dirais-je, plié par exemple le tapis, clairement je me dis qu'il y a un truc en dessous par exemple, donc c'est vraiment du one shot, c'est pour 14 ans et plus et c'est disponible en français. Donc pour le reste, c'est la même chose que les précédents épisodes de Key Enigma, vous avez différents lieux à explorer, vous allez chercher à découvrir certains éléments qui sont cachés dans le décor pour aller ouvrir certaines enveloppes qui vous donneront plus d'indices, qui vous donneront plus de nouvelles choses à aller chercher. Et en gros, c'est le même principe qu'un escape game avec donc des énigmes. Pour le reste, on va passer rapidement sur les différents niveaux de pledge. On va pas passer plus de temps que ça parce que c'est pas vraiment un jeu de société à proprement parler, mais ça reste des jeux qui attirent plus ou moins un public transversal, donc ça peut vous intéresser malgré tout. C'est pour 65 € la boîte. Pour un one-shot, oui, c'est un petit peu cher, mais il y a du contenu quand même. 90 si vous prenez l'extension qui va avec, puisqu'apparemment il y a une petite extension qui vient rajouter donc deux nouveaux lieux apparemment, j'imagine. Ensuite 250 € si vous prenez le All Games Bundle, donc si vous prenez Kalinasu, Modriac et 2 autres jeux qui avaient précédemment sortis également. Ensuite, pour ce qui est du shipping, c'est 9 € pour la plupart des pays de l'Union Européenne. Ensuite 15 € pour le Canada et pour le reste de la planète c'est 35 € de frais de port.
Voilà donc pour ce qui est de Crime Unfolds, un nouveau jeu de escape game mystère, on va dire, qui pour l'instant a déjà accueilli 771 contributeurs, 40 jours avant la fin d'une très longue campagne, et déjà 70 000 € d'engrangés. C'était le dernier projet de nos plats principaux de la semaine. On va maintenant pouvoir passer au dessert. Il y en a 2. Premier dessert de la semaine, c'est Galactic Renaissance, le projet de Matago, le projet du créateur de Inish, un jeu que j'aimerais vraiment tenter. D'ailleurs, ça fera certainement l'objet d'une vidéo un de ces jours, avec Xavier certainement, une petite liste, un petit top 10 des jeux qu'on n'a jamais essayé, mais qu'on voudrait vraiment essayer, parce que clairement, Inish fait partie de mon top 10 des jeux que j'aimerais vraiment tenter un jour, que j'ai de nombreuses fois hésité à obtenir, à acheter, mais que j'ai jamais fait finalement. Donc j'aimerais vraiment le tester, et du coup, par extension, Galactic Renaissance me fait de l'œil aussi. Mais ceci dit, comme c'est Matago, on peut se demander si c'est vraiment très intéressant de backer durant une campagne pour un jeu qui de toute façon arrivera en boutique, mais on va revenir sur ce point un peu plus loin dans la campagne. Quoi qu'il en soit, Galactic Renaissance, nouveau jeu du créateur de Inish. Pour l'instant, on est à 1084 contributeurs, ce qui n'est pas extraordinaire, donc je pense que beaucoup de gens se posent la même question que moi vis-à-vis de l'attente ou non de la sortie en boutique plutôt que de backer durant la campagne Kickstarter, est-ce que ça a vraiment un intérêt ou pas, etc. Donc je pense que pas mal de gens se posent la question. 90 000 € d'engrangés, donc c'est financé à 17 jours de la fin de la campagne, et bien évidemment c'est disponible en version francophone puisque Matago est un éditeur français. Alors donc, vous voyez ici la création de Christian Martinez, donc de Inish, avec la direction artistique de Tano Bonfanti, et puis les 3D artistes, le 3D artiste Francesco Oru, ce qui veut dire que oui, il y aura des miniatures. Alors, Galactic Renaissance, c'est un jeu de contrôle de territoire, d'influence, de diplomatie, si je puis dire, mais également un petit peu de deck building, on pourrait dire, qui vous propose d'aller partir avec une équipe de base d'ambassadeurs, d'émissaires et tout autre type de fonctions diplomatiques de ce genre-là, d'aller chercher de nouvelles cartes si je me souviens bien, d'aller envoyer vos différents émissaires et diplomates un petit peu sur différentes planètes de la galaxie pour aller faire jouer de votre influence, et bien sûr tous les autres joueurs autour de la table vont chercher à en faire de même. C'est un jeu compétitif de négociation, de diplomatie et de guerroiement, pas forcément militaire mais tactique on va dire. 75 € pour le pledge, contre 130 théoriquement en boutique. En tout cas, c'est le MSRP annoncé, le MSRP, donc c'est le prix conseillé en boutique. Est-ce qu'il coûtera vraiment 130 € en boutique? Ça me semble être très 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 cher pour un jeu sorti en boutique par Matago. Je sais pas, on verra bien. Mais en l'état, le prix proposé durant la campagne, c'est quand même 40% de moins que le prix en MSRP, donc 75 € pour un jeu pour 2 à 4 joueurs, pour des parties relativement courtes, hein, vous le voyez, 75 minutes, donc 1h15, c'est quand même très très court, pour un jeu de ce type avec un matos aussi conséquent, et 14 ans et plus. Pourquoi backer maintenant? Eux-mêmes nous font un petit brief là-dessus. Alors d'abord parce que vous pourrez bénéficier des petits packs Game Up, comme ils le disent, pour un prix de 0 € au fur et à mesure qu'ils se débloquent via les stretch goals. Ils seront certainement payants par la suite en boutique, j'imagine. Ensuite, bon, soutenir l'équipe qui a créé Inish, bon ça... c'est pas une raison de backer en l'état, mais bon, pourquoi pas. Et ensuite, le petit discount, enfin petit assez conséquent, de 40% par rapport au prix en boutique théorique. On ne sait pas si vraiment ce sera 130 € en boutique, ça me semble être un petit peu cher, mais bon, si c'est le cas, c'est quand même un discount assez important, d'autant plus que vous pourrez bénéficier du 50-50, donc payer 50% maintenant, 50% en boutique, qui vous permettra aussi de bénéficier de frais de port bien moindres. Ensuite, continuons sur le gameplay. Première partie du jeu, on va construire son équipe. On va construire son équipe avec différents spécialistes. C'est des spécialistes qui sont tout à fait asymétriques, certains d'entre eux ayant d'ailleurs 2 compétences, même si à chaque fois que vous les jouerez, il faudra choisir l'une ou l'autre des 2 compétences. Parfois, nous n'en aurons qu'une seule. Et donc, vous allez en début de partie recruter différents spécialistes, tous uniques et tous avec leurs propres compétences. Ensuite, vous allez explorer la galaxie en voyageant à travers différents portails, ou portaux, hein, on s'est foutu de moi quand je l'avais dit la dernière fois, mais il me semble que c'est un archaïsme qui existe quand même. Donc pour aller visiter différentes planètes de la galaxie et reconnecter, retisser des liens avec des civilisations perdues. Ensuite, étendre votre sphère d'influence en envoyant des émissaires, des ambassadeurs pour aller raffermir les relations avec les autres peuples de la galaxie, en gros.
Donc c'est les trois grands pans de gameplay de ce jeu. Donc la création d'une équipe de spécialistes, l'exploration de la galaxie et étendre sa sphère d'influence, donc un petit peu de contrôle de territoire si je puis dire. C'est un jeu qui est très bien reçu par la critique de manière générale, mais encore une fois, toujours prendre ça avec des pincettes. Hein, les reviews de vidéastes, même les nôtres, hein, bien évidemment, il faut toujours les prendre avec des pincettes. Ce ne sont que les avis des vidéastes en question, parfois certains d'entre eux étant payés pour les faire, donc ça aussi, il faut le prendre en considération. Quoi qu'il en soit, qu'y a-t-il dans la boîte ? 75 €, donc la boîte, je le rappelle à nouveau pour Galactic Renaissance, avec le contenu que vous voyez ici. Un plateau de joueurs par joueur, là ici, attention, c'est un petit peu trompeur, one player board avec la petite parenthèse per player, donc c'est par joueur, attention, donc pour chaque joueur, un plateau de joueurs tel que vous le voyez ici, avec les petits encarts pour les planètes, et puis les petits espaces pour les miniatures d'émissaires. Ensuite, une tuile de stabilité, puisque parfois l'instabilité régnera en fonction du nombre d'ambassadeurs, d'émissaires placés sur telle ou telle planète, et ça pourra provoquer un petit peu le dawa, donc il y aura des instabilités qui viendront entrer en jeu aussi. Ensuite, les équipes de base, avec les 7 personnages que vous voyez ici, qui viendront s'enrichir de spécialistes supplémentaires. Ensuite, les émissaires avec leurs miniatures que vous voyez ici, ainsi que les instituts, qui sont des établissements que vous pourrez construire pour bénéficier de certains effets complémentaires. Le même matériel pour chacune des factions, bien évidemment, avec les émissaires orange, vert et violet. Les planètes, avec les tuiles de planètes, il y en aura 15 au total, avec les portails qui vont avec, bien évidemment. Les tokens de planètes en question que vous pourrez ajouter sur vos plateaux dans les encarts prévus ici en quart de cercle, enfin en demi-cercle on va dire, que vous voyez sur vos plateaux individuels. Les tuiles de stabilité que vous voyez ici, c'est là qu'il faudra donc compter le nombre d'ambassadeurs envoyés, et si le nombre est dépassé, il y aura donc de l'instabilité qui viendra être provoquée par les joueurs qui viendront ajouter trop d'ambassadeurs, et ça va foutre un petit peu le dawa. Les fondations avec leurs miniatures, les cartes de spécialistes que vous pourrez être amenés à engager dans votre équipe. Ensuite, les cartes d'objectifs. Est-ce que ce seront des objectifs communs ou des objectifs, disons, uniques ? Ça, par contre, j'ai un petit peu oublié, est-ce que c'est individuel ou non ? On verra à travers la campagne, je pense que c'était mentionné plus tard. Et puis, ensuite, le Sénat galactique, un petit peu à la Star Wars, bien évidemment, qui est disponible aussi avec ce plateau. Ensuite, on a aussi tout un tas de tokens dans tous les sens pour les tokens de portail, hein, de bleu, rouge, jaune, ainsi que les tokens de désordre. Ensuite, les fameux Game Up Pack qu'on a mentionné tout à l'heure, qui sont donc gratos durant la campagne et qui, j'imagine, seront payants en boutique peut-être. Avec ici par exemple le premier qui a été dévoilé, c'était le Astute Diplomat, avec donc nouvelle carte de diplomate spécialiste que vous pourrez prendre dans votre gameplay, ainsi qu'une nouvelle planète avec Legatum apparemment, et les plateaux qui vont avec bien évidemment. On aura aussi le Warmonger qui a été ajouté également avec une planète supplémentaire mais qui n'a pas encore été dévoilée. On a aussi Microportal Expert par exemple, et puis on aura d'autres au fur et à mesure de la campagne. Donc il y a quand même un petit intérêt à se pencher sur la campagne Kickstarter malgré tout, parce qu'il y a quand même du contenu supplémentaire gratos, y compris ici des sacs pour chacune des factions par exemple. Donc il y a quand même suffisamment d'éléments pour rendre la campagne intéressante. Donc Matago a quand même bien ficelé sa campagne malgré tout, même si fondamentalement le jeu sortira en boutique, peut-être pas aussi cher que les 30 € annoncés. Donc je pense que ce sera satisfaisant d'attendre la sortie en boutique malgré tout, mais il y a suffisamment d'intérêt à le backer durant la campagne pour justifier une campagne Kickstarter. Ensuite, chaque jour, on vous dévoilera du nouveau contenu pour les Game Up Pack que vous avez aperçus ici. Donc ça aussi sera assez intéressant à suivre. Le How to Play, bon rapidement, hein, parce que j'ai déjà mentionné l'essentiel des mécanismes, on a la phase de Play Operation Cards, donc vous allez choisir de jouer certaines cartes de vos spécialistes, et quand ces spécialistes en question auront 2 effets disponibles, vous devrez en choisir uniquement un. Et donc il y aura tout un tas de combos à aller imaginer. Vous pourrez utiliser les portails pour voyager d'une planète à l'autre et envoyer notamment vos émissaires, comme vous le voyez ici, sachant que chacune des planètes aura un nombre de places limitées pour les émissaires. Là, on en a vu 5, là on en voit par exemple 6 ou 7, 6, voilà. Et s'il y en a un petit peu trop, eh bien ça va provoquer du désordre, donc ça va foutre un petit peu le bordel, et potentiellement c'est là que vont entrer un petit peu, je pense, les sortes de micro-conflits entre les joueurs, sachant que vous pourrez ensuite activer les différentes planètes que vous aurez sous votre contrôle, parce que chacune des planètes aura aussi des petits effets que vous pourrez activer pour développer encore plus votre stratégie. Donc ça c'est super intéressant de se faire des alliés parmi les planètes de la galaxie pour bénéficier de pouvoirs complémentaires, et c'est certainement là encore des combos à aller imaginer qui sont super intéressants.
Et puis ensuite, vous pourrez scorer des points de victoire en fonction des cartes de sénateurs qui sont en votre possession. Et au final, bien évidemment, celui qui remportera le plus de points de victoire l'aura emporté. C'est relativement logique de ce point de vue-là. Il y aura aussi les miniatures de Foundation qu'on a vu tout à l'heure, qui seront des établissements que vous pourrez construire pour chacun des joueurs d'ailleurs. Chacun des joueurs pourra les construire et y accéder. Et elle vous permettra de recruter de nouveaux spécialistes. Et enfin, on a les instituts également aux couleurs de chacun des joueurs que vous pourrez jouer pour aller piocher encore plus de cartes à chaque tour apparemment. Vous pouvez le tester sur Tabletop Simulator d'ores et déjà, vous pouvez aussi télécharger le livret de règles ici, mais malheureusement je crois que c'est que en anglais, on va quand même checker rapidement ensemble, histoire de dire, par acquis de conscience, mais il me semble que c'est en anglais exclusivement, ce qui est un petit peu dommage pour un éditeur français de proposer uniquement de l'anglais, ils auraient pu faire au moins les deux, mais bon. Au moins c'est disponible en anglais, pas dans sa version finale bien évidemment, loin de là, c'est pour l'instant assez prototypal en termes de contenu et de présentation. Ensuite, y a-t-il des vidéos en français? D'ailleurs, ça c'est la question que je me pose, j'ai oublié de checker tout à l'heure, il y a pas mal de vidéos en anglais, mais y en avait-il en français? On verra bien. Donc, résumé des pledges, 75 € pour le pledge de base, donc relativement classique, et vous avez ensuite, comme toujours avec Matago, le pledge 50-50 que je mentionnais tout à l'heure, qui est disponible uniquement pour la France, qui vous propose de payer 45 € maintenant et 45 € en boutique. Donc oui, si vous faites le calcul, vous vous dites, oh mais ça fait 90 €, c'est plus cher que le pledge de base, oui, mais par contre, il n'y a pas de frais de port. Donc, tout bien pesé, c'est plus intéressant parce qu'il n'y a pas de frais de port, et en plus de ça, vous soutenez un petit peu votre boutique locale, donc c'est quand même plutôt intéressant. La liste de boutiques partenaires est ici, donc vous pourrez trouver la vôtre. Ensuite, si vous choisissez de vous faire livrer directement chez vous sans passer par le pledge 50-50, si vous vivez au Canada, c'est 24 €, parce que de toute façon vous n'avez pas le choix au Canada, vous ne pouvez pas bénéficier du 50-50. En France, en Belgique ou en Luxembourg, c'est 16 €, donc ça revient plus ou moins au même. Ensuite, pour ce qui est de la Suisse, c'est 24 € également. Et puis pour nous en Asie, au Japon c'est 68 €, un prix intersidéral qui fait que je ne pourrais pas m'intéresser malheureusement à Galactic Renaissance, même si fondamentalement c'est un jeu qui m'intéresse beaucoup, mais à vrai dire, à choisir, je m'intéresse plus à Inish qu'à Galactic Renaissance, même si pour le coup, j'aimerais beaucoup tester Galactic Renaissance aussi, parce qu'il est très très joli, et que les mécanismes un petit peu similaires, sous certains aspects à ceux de Inish, m'intéressent beaucoup également. Donc un jour peut-être, mais pas sur Kickstarter en tout cas. Et pour ce qui est de la TVA, apparemment il faudra certainement l'ajouter en post-campagne dans le Pledge Manager, j'imagine, puisque elle est mentionnée ici, donc à mon avis, il faudra la payer en plus. Et pour la timeline, théoriquement le jeu devrait être livré en Europe en mars prochain. Voilà pour Galactic Renaissance, le nouveau projet de Matago. 1088 contributeurs pour l'instant, c'est pas un énorme succès, mais c'est pas mal non plus. 17 jours avant la fin de la campagne, on a le moyen d'aller chercher un petit 2500, 3000 peut-être si tout se passe bien, en fonction aussi des différents packs de Game Up qui seront révélés au fur et à mesure de la campagne. Pour l'instant, 90 000 € d'engrangés. Voilà, je finis mon verre de flotte parce que j'ai la gorge sèche à force de parler comme ça pendant 1h30, imaginez. On termine par le projet que vous avez choisi comme étant le plus intéressant de la semaine. À ma plus grande surprise, je pensais qu'il serait assez haut, mais pas aussi haut que ça. Vous avez placé en première position cette semaine Let's Go to Japan, le nouveau jeu de AEG, qui à terme bénéficiera certainement d'une version francophone, mais ce n'est pas le cas durant la campagne malheureusement. Ceci dit, vous allez voir, c'est un jeu qui, y a du texte, mais essentiellement se base sur de l'iconographie, donc même le texte est pas forcément très important, c'est plus du lore entre guillemets, de la narration, du gameplay un petit peu RP, on va dire, roleplay, mais qui est pas très important. Quoi qu'il en soit, Let's Go to Japan, nouveau projet de AEG, et qui se porte très très bien, puisque en 4 ou 5 jours de campagne, on est actuellement à 5000 contributeurs, donc gros succès pour Let's Go to Japan. Ils ont vraiment fait parler la poudre, 300 000 € d'engrangés d'ores et déjà, 16 jours avant la fin de la campagne, avec 2 éditions relativement abordables l'une comme l'autre. La première, la Standard Edition à 39 $, et la seconde, Matsuri Edition. Donc Matsuri, c'est les festivals que l'on voit souvent au Japon, qui sont très très sympatoches d'ailleurs. J'espère qu'on pourra recommencer véritablement, parce que là, l'année dernière, on a déjà recommencé un petit peu les festivals, mais pas avec la même ampleur qu'avant le Covid quand même. Quoi qu'il en soit, on s'en fout. 69 $ pour l'édition Matsuri, qui sera un petit peu deluxifiée et qui permettra de jouer à un joueur de plus. Puisque en l'état de base, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, mais grâce à l'édition Matsuri, on pourra y jouer jusqu'à 5 joueurs.
Ensuite, continuons. De quoi s'agit-il? Comme vous pouvez l'imaginer via le titre Let's Go to Japan, c'est un jeu dans lequel on va tout simplement programmer son voyage au Japon. Programmer et ensuite vivre son voyage au Japon, son premier voyage au Japon. On aura pour chacun des joueurs un plateau d'une semaine, puisque c'est un séjour assez court, d'une semaine au Japon, et ensuite on va faire du draft dans tous les sens. Le seul truc qui est un petit peu dommage en l'état, c'est que on va drafter entre Tokyo et Kyoto, et c'est marre. Il y a une petite extension avec l'édition Matsuri qui vous permettra de faire des petits passages, bref, dans d'autres villes telles que Nagoya, Osaka et compagnie, mais principalement c'est un jeu qui va vous proposer de visiter Tokyo et Kyoto, et c'est tout. Donc ça c'est un petit peu dommage, pour moi qui suis à Osaka, qui ai vécu un petit peu à Fukuoka, qui ai vécu un petit peu à Matsuyama aussi, ou même à Kobe d'ailleurs. C'est un petit peu dommage de ne pas retrouver toutes ces villes dans le jeu de base, mais j'imagine que en termes de gameplay, ça se justifie aussi par l'aspect set collection qui est mis en place. Quoi qu'il en soit, pour résumer aussi brièvement, j'ai dit tout à l'heure que c'était pour 1 à 4 joueurs ou 1 à 5 grâce à l'extension. C'est pour des parties de 45 minutes, donc parties très très courtes, et c'est pour 10 ans et plus, donc c'est un jeu relativement familial. Je le disais tout à l'heure, c'est un jeu de draft. En chaque début de tour, vous allez recevoir un certain nombre de cartes. J'ai oublié, je crois que c'est 2 ou 3 cartes, en fonction peut-être du nombre de joueurs autour de la table, j'imagine. Vous allez en garder une, vous allez transmettre les autres à votre voisin à gauche. Et ces activités, ce seront autant de choses que vous pourrez faire pendant votre voyage à Tokyo, à Kyoto, ou indépendamment des deux villes. Certaines cartes, les cartes jaunes, si je me souviens bien, ne sont ni à Tokyo ni à Kyoto, mais dans l'une ou l'autre des deux villes. Parce qu'en fait, elles ne sont pas affiliées directement à telle ou telle ville, quoi. Par exemple, ici, manger un ramen dans un restaurant, vous pouvez le faire aussi bien à Tokyo qu'à Kyoto, donc c'est indépendant. Ici, par exemple, vous pouvez prendre des classes de taiko, ces gros tambours japonais, quoi, en gros. Ou ici, par exemple, vous pourrez visiter un musée consacré à l'animation japonaise. Ensuite, continuons un petit peu. Sachez que vous avez aussi l'extension Passport, donc passeport, qui sera gratos pour ceux qui se joindront à, je vois le join, donc je traduis par joindre, pour ceux qui s'abonneront, disons, à la mailing list de AEG, ou qui coûtera 10$ en add-on potentiellement. Donc ça vaut potentiellement la peine de s'abonner à la mailing list, juste pour la campagne, parce que sinon 10$ c'est quand même pas donné, tant que vous pourrez vous désabonner assez rapidement derrière. Ensuite, par contre là il y a un petit peu de texte. Ensuite, what's in the box? Alors, la standard édition, je l'ai dit tout à l'heure, c'est donc 39$ pour l'édition de base de Let's Go to Japan, avec 143 cartes format tarot pour Tokyo et Kyoto. Donc au total, hein, bien sûr, c'est pas 143 pour Tokyo et 143 pour Kyoto, c'est au total, avec des activités telles que la visite de la Tokyo Tower ou le Zojoji Temple par exemple à Tokyo, ou à Kyoto par exemple le Kiyomizu Temple ou le Kyoto Tower, qui est pas très intéressant au final en réalité. Par contre le Fushimi Inari, le sanctuaire de Fushimi Inari, si vous voyez, il est vraiment très très classe, c'est ce fameux sanctuaire avec toutes les petites portes rouges qui s'enchaînent les unes derrière les autres, très très classe, et en plus on a une jolie vue au sommet de la colline sur l'ensemble de la ville de Kyoto. Ensuite, les plateaux de joueurs donc individuels que vous voyez ici, qui se décomposent en 7 jours d'une semaine, donc du lundi jusqu'au samedi, donc il n'y a pas le dimanche, excusez-moi. Ensuite, avec le stress positif ou négatif, disons, qui pourra être influencé par les différentes activités que vous choisissez d'effectuer ou non, qui nécessiteront parfois un voyage ou non, etc. 24 petits tokens de conditions qui sont des logos qui seront retrouvés sur les différentes cartes. Ce sera justement du set collection que vous devrez accomplir après avoir drafté les cartes. Les tokens de bonheur ou de stress également, les tokens de train, puisque parfois il faudra voyager en train pour aller d'une ville à une autre. Ensuite, les Wild Tokens pour remplacer ce que vous voyez ici. Certaines cartes vous proposeront d'avoir accès à n'importe quel type de carte, enfin d'icônes pour le set collection. Donc ça c'est vraiment intéressant. Les tokens de recherche, les tokens d'expérience et tout un tas d'autres tokens tels que la marche par exemple. Ensuite on a un round tracker donc pour aller signaler l'évolution de la partie, et puis finalement le score pad pour calculer votre score de fin de partie. Ensuite, l'édition Matsuri à 69$. Et bien, comme tout à l'heure avec Nekojima, on aura aussi un Furoshiki. Décidément, c'est la semaine des Furoshiki. Votre jeu arrivera dans un Furoshiki. Ça, c'est plutôt sympa. D'autant plus que le Furoshiki est plutôt sympatoche. Bon, c'est très très stéréotypique des icônes du tourisme japonais, mais quand même, c'est sympa. En plus de ça, qu'est-ce que l'on aura dans cette édition Deluxe? On aura d'abord le Gold Foil. Donc, il y aura un petit aspect de surbrillance sur certains éléments de la boîte. Ça n'apporte rien au gameplay, mais c'est sympa, c'est Deluxe. L'extension pour un 5e joueur,
enfin c'est pas une extension à proprement parler, c'est juste 5e joueur rendu disponible alors que ce n'était pas le cas dans le jeu de base. Les tokens en bois plutôt qu'en carton dans les éditions de base, même chose pour le train, même chose pour les wild tokens, même chose pour la recherche, même chose pour le bonheur ou le stress. On aura aussi des petits sacs pour contenir, j'imagine, les cartes ou les différents composants du jeu, à l'effigie de Tokyo ici, Kyoto ici, ou token apparemment, donc les tokens du jeu ici. Ensuite, on aura aussi 5 Seigaiha, des sacs supplémentaires pour aller contenir du contenu supplémentaire dont j'ignore la nature. Ensuite, le petit bloc-notes de scoring sera remplacé par un petit livret de scoring. C'est pas une grande différence, mais c'est vrai que c'est plus sympa. Et puis ensuite, on aura aussi Day Trip, donc une petite extension incluse dans la boîte qui vous permettra d'aller accéder à d'autres villes que Tokyo et Kyoto. Donc c'est vraiment un truc qui me semble vraiment nécessaire parce que pour faire un jeu Let's Go to Japan en ayant uniquement à disposition Tokyo et Kyoto, c'est quand même vachement dommage. Il y a quand même beaucoup plus que seulement Tokyo et Kyoto au Japon, même si c'est vrai que ce sont deux emblèmes du Japon, en termes de tourisme en tout cas. Vous aurez aussi 4 petits bols en céramique à l'effigie du jeu pour aller stocker les différentes ressources à l'intérieur pendant vos parties, c'est plutôt sympa. Vous pourrez même, si ça vous intéresse, l'utiliser comme des bols normales éventuellement, pour picoler quelque chose, je ne sais pas, pour faire de la soupe. Faites donc de la soupe de miso avec. La fameuse extension Day Trip, donc, que je mentionnais un petit peu plus tôt ici, et qui est donc à 10$, mais qui sera gratos pour le Pledge Matsuri, c'est cette fameuse extension qui vous permettra de visiter par exemple Sapporo, Hakone, Kamakura, Osaka, Fukuoka ou encore Nara, donc tout un tas d'autres villes japonaises qui sont tout aussi intéressantes que Kyoto et Tokyo fondamentalement. Et qui ajoute un Sunday. Apparemment c'est de l'extension qui rajoute le dimanche du coup. Parce que le dimanche, vous avez vu, n'est pas disponible ici. Ça va du Monday jusqu'à Saturday, donc du lundi jusqu'au samedi. Mais apparemment, l'extension nous fournit un dimanche. Donc ça, c'est assez intéressant du coup. Ça rajoute une journée. Ok, pourquoi pas. Le how to play rapidement, donc on va voir du draft. On va recevoir plusieurs cartes, on en choisit une, on la place sur notre itinéraire de la semaine. En prenant garde aux différents logos, aux différentes icônes qui se trouvent en haut à gauche de la carte ici et en bas à gauche aussi, puisqu'il y aura tout un lot de prérequis de scoring. Vous pouvez les placer directement sur une carte ou en dessous d'une autre carte par exemple, indépendamment. Vous pouvez aussi défausser une carte vous pourrez aussi choisir de défausser une carte pour prendre une carte de walk, donc de promenade dans la ville, qui sera scorée en fin de partie. Vous pourrez chercher donc à faire du set collection, là vous le voyez avec les différentes icônes, pour bénéficier d'encore plus de points en fin de partie. Vous pourrez donc ensuite passer les cartes que vous n'aurez pas sélectionnées durant votre draft aux autres joueurs à votre gauche, qui pourront ou non les utiliser là encore. Vous pourrez effectuer différentes activités vous procurant du bonheur ou du stress, parce que parfois le stress entrera aussi en jeu, notamment j'imagine via les transports qui pourront impacter votre parcours. Vous pourrez voyager entre les deux villes, donc Tokyo, Kyoto, et puis si vous avez l'extension, vous pourrez même aller passer le dimanche dans une autre ville. Et puis finalement, vous activerez l'ensemble de votre programme de semaine de voyage au Japon en toute fin de partie, où vous êtes même encouragé à lire, à narrer entre guillemets votre voyage au Japon et les différentes activités que vous aurez pu y faire, tout en calculant les points de victoire qui s'y réfèrent. Voilà donc pour ce qui est l'essentiel du gameplay. Les stretch goals, on en parlera potentiellement plus tard si le suivi du menu existe encore d'ici la fin de la campagne, ce qui n'est pas garanti, parce que comme je vous l'ai dit mercredi dernier, le suivi du menu crowdfunding va disparaître. Le menu crowdfunding lui reste bien évidemment, mais le suivi va disparaître, laissant place à de nouveaux formats sur la chaîne. Ensuite, continuons avec les frais de port, parce qu'apparemment il n'y a plus grand chose d'autre à se mettre sous la dent. Pour résumer les pledge levels, 39, 69, mais ça on l'a déjà vu à plusieurs reprises. Il y a aussi des add-ons. On peut remplacer les plateaux individuels par des néoprènes pour 25$ pour les 5 néoprènes, c'est pas trop cher. En plus ils sont stitchés, donc avec les coutures sur l'extérieur, donc bonne qualité. L'extension Day Trip, donc pour 10$, pour ceux qui voudraient se limiter à l'édition de base, mais qui voudraient l'extension, donc 10$, mais incluse gratuitement dans l'édition Matsuri. 10$ également pour le Passport Expansion, qui rajoute 8 cartes de compétences uniques pour les joueurs, par exemple Otaku, Spontané ou Thrifty, je sais pas ce que ça veut dire en français, mais qui sera gratuite en revanche si vous vous inscrivez à la mailing list de AEG. Donc ça peut valoir le coup de s'y inscrire, quitte à se désabonner quelques jours après. Ensuite, continuons avec les frais de port, ils sont ici.
Alors, la Standard Edition est à gauche, la Matsuri Edition est à droite. Pour le Canada, c'est 17 ou 19. Pour l'Union Européenne, plus la Suisse ou le Liechtenstein aussi, c'est 18 à 20 $. Et puis ensuite, pour le Japon, nous, c'est 24 à 28 $ de frais de port, alors que nous sommes le pays de Let's Go to Japan. Mais bon, ça n'a rien à voir avec ça, malheureusement. Ceci dit, nous, on n'aura pas de TVA en plus à ajouter, ce qui est peut-être pas votre cas, puisque la TVA sera ajoutée durant le Pledge Manager, donc finalement vous paierez peut-être la même chose que nous approximativement, voire même peut-être un tout petit peu plus cher si vous prenez l'édition Matsuri. Voilà donc pour ce qui est de Let's Go to Japan, nouveau projet de Josh Wood et de AEG. Vous étiez nombreux à avoir voté pour ce jeu. Êtes-vous convaincu ou non par ce que vous avez pu en apercevoir? Vous me le direz dans les commentaires. Je trouve le projet très charmant et vraiment, fondamentalement, forcément que ça me fait un petit peu de l'œil, parce que moi-même, vivant au Japon, je m'intéresse quand même un petit peu au projet, mais il y a quand même trop de choses qui manquent. Enfin, avoir une micro-extension d'1 jour pour visiter d'autres villes que Tokyo, que j'aime pas, et Kyoto, que j'aime bien, où j'ai vécu pendant 2 ans quand même, mais ça me semble un peu léger, donc fondamentalement ce n'est pas un jeu que je me vois baquer, mais j'aimerais beaucoup le tester, parce que en termes de gameplay, il a l'air d'être sympatoche, et c'est quand même dans mon second pays, mon pays d'adoption on va dire, donc quand même ça m'intéresse un petit peu. Et en tout cas, ça marche très très fort, 5000 contributeurs 16 jours avant la fin de la campagne et 300 000 € d'engrangés d'ores et déjà. C'est tout pour cette semaine de menu crowdfunding qui, j'ai l'impression, va être assez long cette semaine, alors que pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de projets, pas plus que les semaines précédentes. J'espère qu'après montage, ça fera moins d'1h40, mais je sais pas, c'est pas garanti. Quoi qu'il en soit, je vous remercie encore une fois de m'avoir suivi, n'hésitez pas à nous laisser un petit pouce, un abonnement si ce n'est pas déjà fait bien évidemment, on se retrouve très prochainement sur la chaîne des Ludovores pour d'autres vidéos, d'ici là portez-vous bien, jouez bien, et à la prochaine.